Merci d'être avec nous sur LCI, il est 22h16 et nous sommes ensemble jusqu'à minuit, un peu plus que minuit, soyons fous, comme tous les soirs sur LCI, l'information dense, vérifiée et qui essaye de vous apporter quelque chose. Alors justement, les dernières informations de ce soir, avant que je présente ce plateau, c'est que le chef de la diplomatie iranienne, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, sera de retour au Pakistan. C'est un nouveau coup de théâtre dans la soirée après on est parti, puisque je vous rappelle qu'hier soir nous étions sur ce plateau, il est arrivé au Pakistan. Ensuite il en est reparti aujourd'hui dans la journée, c'est-à-dire que tout le monde a estimé qu'il était resté finalement assez peu d'heures. Et puis il s'est rendu dans le sultanat d'Oman, à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, pour revenir donc ce soir même au Pakistan après sa visite à Oman. Côté américain, eh bien là nous avons eu droit il y a quelques moments à des propos de Donald Trump qui était sur le tarmac de son avion à Mar-a-Lago puisqu'il était en train de passer un week-end tranquillement chez lui en Floride. Il va repartir à Washington puisque il va assister à un dîner, c'est très important, le dîner de la presse, le dîner des correspondants de la Maison Blanche ce soir, alors que d'habitude il n'y allait pas, il boudait cela. Eh bien, juste avant de prendre son avion, il a dit ceci. Vous avez certainement entendu que nous avons annulé le voyage, nous avons toutes les cartes en main. On ne va pas passer 15-16 heures dans un avion pour y aller, pour revenir. Et tout ça pour qu'on nous donne un document qui n'était pas suffisamment bon. Nous allons nous appeler au téléphone, ils peuvent nous appeler quand ils veulent. Je le redis, nous avons toutes les cartes en main, leur armée est complètement détruite, ils n'ont plus de dirigeants, on ne sait même pas qui sont leurs dirigeants. Personne ne sait qui sont leurs dirigeants, je ne sais même pas sûr qu'ils sachent eux. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Berman. Sylvie, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, notamment Sophia Amara. Bonsoir Sophia, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Vincent Crouzet. Bonsoir Vincent. Bonsoir, vous êtes expert en renseignement et écrivain. Vous venez de publier Le jour où je suis devenu espion, un livre que je recommande à toutes et à tous. Également Renaud Girard. Renaud, vous êtes là. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro. Et Général Richoux, bonsoir Général, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Et également ce soir sur notre plateau, Mika Blujon-Méred. Bonsoir Mika, vous êtes chercheur en géopolitique de la transition énergétique, enseignant à l'école de guerre. Commentons ces propos de Donald Trump. Voici ce qu'il a dit. En gros, non, nous n'allons pas passer 15 ou 16 heures dans un avion pour aller au Pakistan. Effectivement, 15 ou 16 heures, c'est le nombre d'heures qu'il faut quand on est aux États-Unis pour se rendre à Islamabad. On va le faire par téléphone. De quoi parle-t-il ? On va faire quoi par téléphone ? Prétend Donald Trump. On va négocier. Mais bien sûr, nous avons toutes les cartes en main. C'est évidemment ce qu'il a ajouté. Sylvie Berman, je me tourne immédiatement vers vous. Vous avez participé à de nombreuses négociations. C'est votre métier. Vous êtes diplomate. Est-ce qu'on peut négocier par téléphone ? Alors, on peut négocier par téléphone quand on s'est rencontrés avant. Évidemment, on ne conclut jamais un accord par téléphone. Mais tout ça, c'est de la diplomatie trumpienne, hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'accord, quand il y a un échec, eh bien, on estime qu'on a gagné. On n'avoue jamais un échec. Et en disant, finalement, c'était pas important, il n'y avait aucune chance. C'est nous qui avons les cartes, donc on attend son coup de téléphone. C'est du Trump, hein. C'est pas de la diplomatie classique. Oui, Renaud Girard. Oui, mais le problème, effectivement, que Trump a souligné à juste titre, c'est qu'il n'y avait pas, en fait, d'arbitre. Il n'y a plus d'arbitre en Iran. C'est ça le problème, parce que vous avez deux clans. Vous avez le clan des pragmatiques, avec Araghchi, chef de la diplomatie, comme vous l'avez dit, avec Kalibaf, le président du Parlement, et qui voulait faire une vraie négociation et parler également du nucléaire, mais il a été très critiqué pour avoir voulu inclure le nucléaire dans la négociation, parce que les durs du régime ont dit mais non, le nucléaire c'est le droit inaliénable de l'Iran de faire ce qu'il veut et d'enrichir de l'uranium s'il le veut, et donc les durs ont imposé, il s'est même retiré Kalibaf de la négociation parce que il a trop peur des durs, et il n'y a pas
d'arbitre pour trancher. Mojtaba est sans doute malade ou très affaibli. Donc Donald Trump a raison finalement quand il dit qu'il ne sait pas avec qui négocier puisque ça n'est pas clair. Ce n'est pas clair, c'est divisé. Ils sont divisés et le pouvoir n'est pas clair parce qu'on ne sait pas si effectivement le guide, le père de Mojtaba, Khamenei, il tranchait d'ailleurs contre une négociation générale, hélas, mais son fils ne tranche pas, et on ne sait même pas s'il reçoit. Et d'ailleurs, ça doit être très difficile de le consulter parce qu'ils ne doivent pas utiliser le téléphone. Non, etc. mais absolument pas. Ils utilisent le papier et des coursiers, le temps que ça arrive, le type à l'ancienne. Voilà, et le papier Mojtaba était peut-être en train de subir une opération chirurgicale, parce qu'on dit qu'il a été très blessé, et donc. C'est vrai, il n'y a pas de réponse iranienne unifiée. Il y a les durs et il y a les pragmatiques. Oui, si vous vouliez rajouter quelque chose. Se référer à une publicité, what else? Si c'est pas du nucléaire, c'est bien le sujet. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est purement conjoncturel. Donc le détroit d'Ormuz, c'est un faux sujet. C'est-à-dire pas un faux sujet. En tout cas, ça n'est pas un sujet de négociation, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, par l'intervention américaine, le vrai sujet, c'est le nucléaire. Donc les Iraniens savent que s'ils veulent un accord, de toute façon, ils devront négocier sur le nucléaire. Mais il y a des limites. Et c'est en particulier l'uranium enrichi. Alors le vrai sujet, c'est le nucléaire, et c'est la raison pour laquelle le général Richoux, l'armada américaine, est toujours sur place et elle s'étoffe sur place. Et Donald Trump manie la carotte et le bâton à égalité. Oui, c'est ça. À égale intensité. Oui, alors il y a le nucléaire et puis il y a vraisemblablement les missiles également qui posent un problème parce que ça continue à menacer toute la région et jusqu'en Israël. Donc tout ça, véritablement, ça doit faire partie du deal. Mais les Américains donc ont amassé 3 porte-avions. Ils ont une force là qui est à la limite à peu près comme celle qui était avant, peut-être un peu renforcée, mais qui n'apportera pas plus la décision dans une deuxième séquence qu'elle n'a apporté dans la première. On ne voit pas pourquoi des bombardements aériens apporteraient des résultats stratégiques, des résultats politiques et forceraient les Iraniens davantage à la négociation que la première fois. Donc si on n'a pas pu oblitérer le nucléaire la première fois, pourquoi atteindrait-on le nucléaire D'ailleurs, la première fois, ça a commencé en juin. Donc, ça serait la 3e fois, en fait, qu'on s'attaque au nucléaire en prétendant l'avoir complètement anéanti. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Bon, Sophia, donc maintenant, on a eu un aller-retour de Arakchi. Il va revenir au Pakistan. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Donald Trump, d'ailleurs, a lancé l'idée, enfin, très précise, d'ailleurs, il a dit que la réunion aurait lieu mardi. Nous sommes samedi. Et Donald Trump a dit, c'est trop loin. On a vraiment le temps. Donc, qu'est-ce qui est en train de se tramer entre maintenant, samedi, et mardi? Qu'est-ce que fait le ministre des Affaires étrangères du Pakistan? Alors, le fait qu'il revienne, alors que l'Iran avait dit dès le départ qu'il n'y aurait pas de négociation directe et que le ministre des Affaires étrangères iranien n'avait pas de mandat réellement pour négocier. Il était censé apparemment apporter un document dont d'ailleurs Trump a dit qu'il pourrait être accepté, qu'il était susceptible d'être accepté par les Américains. Or là, en l'occurrence, il est venu, il est parti. Les Américains n'ont même pas décollé. Le fait qu'il revienne, est-ce que ça veut dire que il a quelque chose de plus à ajouter aux médiateurs pakistanais ou que peut-être d'ici là, eh bien, les Américains auraient pris l'avion et se seraient donné la peine de voyager pendant 16 heures pour rencontrer leurs interlocuteurs? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'on a reproché aux négociateurs du premier round d'avoir évoqué le nucléaire. Enfin, si on n'évoque pas le nucléaire, on n'avance pas. La vision des Américains, des Iraniens, ça aurait été, selon un long article que j'ai eu le plaisir de consulter, des sources de l'intérieur de l'Iran qui disent que on a reproché à cette équipe, eh bien, d'avoir évoqué le nucléaire. Le but, c'était de dire Hormuz contre, par exemple, la libération des montants gelés en Occident ou contre d'autres choses, ou contre la levée des sanctions, mais ne pas évoquer le nucléaire. Mais comme disait Madame l'ambassadeur, si vous n'évoquez pas le nucléaire, what else? Eh bien, c'est tout le problème. Et d'ailleurs, vous avez bien vu tous que les tweets de ce qui est communément appelés les modérés, ont renouvelé leur allégeance à Mojtaba, la ligne dure qui, elle, ne veut pas qu'on touche au nucléaire
iranien. Alors ça c'est pour la guerre en Iran et nous allons y revenir bien évidemment tout au long de cette soirée en détail, mais il y a aussi, vous le savez, la guerre entre Israël et le Hezbollah. Là aussi il y a un cessez-le-feu qui d'ailleurs a été obtenu, prolongé même par Donald Trump, et il y a eu des frappes cette nuit. Ce cessez-le-feu sur le terrain, il est compliqué parce que sur le terrain les échanges de tirs et les destructions d'infrastructures se poursuivent. Israël, sur ces images que vous voyez, a frappé cette nuit, ce matin, des lanceurs de roquettes. Le ministre de la Santé libanais a annoncé d'ailleurs 4 morts, après 6 morts hier. Et côté Hezbollah, eh bien le Hezbollah a revendiqué une attaque contre un véhicule blindé israélien et une autre attaque est une attaque de drone dans le sud du Liban. De plus, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, justement, suite à ces violations du cessez-le-feu par le Hezbollah, a ordonné à Tsahal, donc à l'armée israélienne, d'attaquer vigoureusement, ce sont le mot, c'est l'adverbe employé par Benyamin Netanyahou, les cibles du Hezbollah au Liban. Nous sommes en ligne avec Stéphane Goldin qui se trouve en Israël, justement en Israël, à Tel Aviv. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal, vous êtes analyste géostratégique, mais nous sommes également en ligne avec Thomas Misraki. Thomas Misraki, bonsoir, vous êtes notre envoyé spécial au Liban, à Beyrouth. Merci d'être avec nous et je commence par vous d'ailleurs, Thomas Misraki. Je crois que vous étiez ce matin même sur le terrain vous avez assisté à des funérailles justement de militants du Hezbollah, mais que pouvez-vous nous dire de la façon dont est perçue la fragilité de ce cessez-le-feu sur place par les Libanais? On a même passé toute la journée au sud Liban avec Vincent Wartner, Anne, pour effectivement assister à des funérailles, plusieurs funérailles de combattants du Hezbollah. Mais vous parliez des annonces du Premier ministre israélien ce soir qui donc ordonne à son armée d'aller frapper ces positions du Hezbollah au sud Liban. Eh bien, ces frappes, elles ont déjà commencé, notamment sur le village de Zipkin. Pourquoi je vous parle de ce village? Parce que nous y étions tout à l'heure justement pour assister à ces funérailles. Et après les funérailles, une dame nous a interpellés pour nous dire: et vous les Français, votre président veut désarmer le Hezbollah, dites-lui plutôt de désarmer Israël. Voilà pour l'état d'esprit des gens dans cette région du Liban. Ce qui nous a marqué avec Vincent tout au long de la journée, d'abord c'est l'ampleur des destructions. Vous savez, nous sommes allés jusqu'à la ligne jaune, cette ligne de démarcation derrière laquelle les Israéliens contrôlent le territoire libanais. Les villages qui constituent cette ligne de démarcation sont presque tous ou presque détruits, quasiment entièrement pour certains, et ça donne une idée d'abord de la force de l'armée israélienne. Ce qui nous a aussi marqué avec Vincent, eh bien, c'est la volonté de la population sur place de continuer à résister. Vous savez que le Hezbollah se définit comme une sorte de résistance face à l'ennemi israélien. Eh bien, toutes les personnes à qui nous avons pu parler aujourd'hui, sans exception, nous disent qu'il faut continuer la lutte contre Israël, il faut qu'Israël quitte le Liban et que quel que soit le prix à payer, eh bien cette lutte continuera. Il est hors de question pour eux, que ce soit les personnes que nous croisons dans la rue, les combattants du Hezbollah ou les responsables du parti Hezbollah, eh bien d'aller discuter avec Israël. Et ça, c'est un problème évidemment pour les Israéliens qui continuent de combattre le mouvement chiite, mais aussi pour les autorités libanaises qui tentent de négocier avec l'État hébreu. Merci infiniment Thomas Misraki, vous êtes sur place avec Vincent Wartner. Nous sommes en ligne également avec Stéphane Goldin, vous êtes en Israël. Laissez-moi vous montrer d'abord des images, ces images officielles qui nous ont été envoyées par justement Tsahal, des images de soldats de Tsahal qui filment des soldats. Voilà, les voici, des soldats, des militants du Hezbollah sur un toit dans le sud Liban, justement au sud Liban. C'est au sud Liban que se trouvait toute la journée, il vient de nous l'expliquer, Thomas Misraki. Et là, nous voyons ces images officielles qui sont diffusées par Tsahal. Stéphane Goldin, vous êtes analyste stratégique, vous avez commandé une unité de Tsahal. Vous nous aviez dit la semaine dernière sur ce même plateau que les caches et les activités du Hezbollah, justement, s'étaient déplacées, elles avaient été transférées plus au nord, beaucoup plus au nord du Liban. Donc en fait, on voit que ça continue au sud Liban, mais est-ce qu'on peut dire que le problème s'est finalement déplacé ?
le problème, c'est déplacer sans l'être, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une volonté, en tout cas pour le Hezbollah, de vouloir maintenir sa présence dans le sud du Liban et de revenir dans le sud du Liban, parce que dans le fond, c'est vrai que c'est aussi une région qu'ils ont toujours su et voulu contrôler. Et c'est vrai que cet accord qui pourrait avoir lieu entre, en tout cas ces négociations entre Israël et le Liban, sont un coup qui est relativement dur pour le Hezbollah. Alors c'est vrai que le Hezbollah, d'ailleurs, comme les Iraniens qui ont caché leurs armes, ce qui est complètement normal, je dirais, ont aussi déplacé leurs armes du côté au nord de Beyrouth pour pouvoir les utiliser au cas où le combat reviendrait, ce qui se passe actuellement. Alors, je voudrais simplement vous informer, parce que depuis exactement un peu plus d'une heure, même pas une heure, il y a une opération israélienne qui est en train d'être menée au sud Liban. Il y a un raid israélien qui touche encore des positions du Hezbollah dans le sud Liban. Je ne sais pas si votre correspondant a pu vous en informer. Oui, Stéphane Goldin, nous recevons cette information à l'instant. De nouvelles attaques israéliennes ont eu lieu à l'instant dans le sud du Liban après un ordre de Netanyahou. Donc ça se passe très vite, Sophia Mara. Oui, c'est un peu un dialogue de sourds, ce à quoi on assiste ici. Il y a un cessez-le-feu qui a été obtenu, prolongé pour une période de 21 jours, 3 semaines, alors que les Libanais espéraient 60 jours. Pourquoi c'est un dialogue de sourds? Parce que finalement, comme le disait votre correspondant au sud Liban, les gens disent il faut plutôt démanteler Israël, nous on est là, on ne bouge pas. Mais en réalité, si ces gens-là, ces Libanais qui sont au sud Liban et qui subissent ces attaques sont dans cette situation, c'est parce que le Hezbollah prend en otage le Liban. Et les responsables, c'est certes Israël qui vont dans la répression à tout va. Je vous coupe un instant, oui. Sophia Amara, parce que vous voyez l'image qui est au-dessus de vous, en haut à gauche de l'écran. Voilà, maintenant elle est plein écran. C'est l'image de Air Force One. Air Force One, l'avion bien sûr de Donald Trump, qui vient de se poser sur la base Andrews de Maryland. Donc Donald Trump, qui est dans cet avion, qui n'en est pas encore sorti, est bien rentré de Mar-a-Lago, de sa propriété en Floride, et il est en train d'attendre, quand il sera sorti de cet avion, son hélicoptère, puisque d'habitude il se rend en hélicoptère, de retour à la Maison-Blanche. Nous le suivrons évidemment dans les détails, parce que la soirée de Donald Trump va être chargée jusqu'au moment de sa participation au dîner annuel de la presse ce soir. Je vous redonne la parole, et puis ensuite Vincent Crozet. Oui, simplement pour terminer, donc cet aventurisme du Hezbollah, c'est ça qui a provoqué cette situation, mais aujourd'hui on ne voit pas d'issue, parce que même si le combat est passé en combat de plus ou moins basse intensité, parce que le cessez-le-feu tient tout en ne tenant pas. Il est fragile, mais effectivement... Bien sûr, mais au final, les Israéliens ne vont pas se retirer, ce qui va alimenter le Hezbollah d'une certaine manière, et l'armée libanaise n'a pas envie d'aller désarmer ce Hezbollah, ce qui mettrait fin définitivement au conflit. Oui, Vincent Crozet. Je propose qu'on reste en édition spéciale jusqu'à 6h du matin, parce que le dîner avec la presse à Washington va être folklore. D'ailleurs, Renaud est d'accord pour rester jusqu'à 6h du matin. Écoutez, voilà, je n'étais pas au courant de cette proposition. Non, mais à propos de Trump, il faut lever un malentendu sur le cessez-le-feu au Liban. C'est un cessez-le-feu entre le Liban et Israël, mais ce n'est pas un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Comment voulez-vous que les combats cessent, alors que d'abord les ponts sont coupés sur le fleuve Litanie, et donc les gens du Hezbollah ne peuvent pas refluer au nord, ou très difficilement, beaucoup plus difficilement, que les commandos israéliens, des forces spéciales israéliennes mènent des raids pour nettoyer des réduits où sont dissimulés, ou du moins sont réfugiés les gens du Hezbollah. Les combats vont continuer jusqu'à extinction des combattants du Hezbollah au sud Liban. C'est-à-dire que depuis 2006, on dit ça aussi. Je veux dire, on y revient tous les 10 ans, tous les 15 ans. Avec Israël. Non, mais le Liban n'est pas en guerre avec Israël. Alors justement, pour rester... Mais malheureusement, le Hezbollah, lui, s'en moque totalement. Oui, mais il faut regarder avec quelle vitesse il s'est régénéré par rapport aux attaques qui ont été faites par Israël, notamment avec son affaire très réussie des beepers piégés. On pensait qu'ils étaient décapités et ils reviennent en force, parce qu'on oublie toujours que les proxys, ça fait partie aussi des négociations avec l'Iran. Et c'était dans le deal, en fait, au départ. Pour rester sur des faits concrets, regardez ces images qui sont des images
images diffusées par la télévision, les réseaux sociaux officiels du Hezbollah. Ce sont des images de drones qui montrent ce drone du Hezbollah qui arrive pour voir, je pense que l'image va finir par y arriver, sur un Caterpillar que l'on voit. Donc on est en Israël, bien évidemment. Non, on est au sud Liban. Pardon, on est au sud Liban. Et voilà, c'est un Caterpillar qui, je vais vous faire commenter l'image dans quelques instants, mais d'abord nous passons par Donald Trump, qui tranquillement descend de son avion Air Force One, salue quelques personnes qui l'attendent en bas sur un tapis rouge, parce qu'il y a bien évidemment toujours un tapis rouge pour accueillir Donald Trump, et va prendre sa limousine et s'acheminer tranquillement vers la Maison Blanche, où il va devoir... d'aller dans ces détails, mais sans aucun doute se changer, puisque ce soir, au gala de la presse de la Maison-Blanche, la tenue exigée est black tie et donc robe longue pour les femmes. Voilà, il est dans sa limousine. Nous pouvons revenir à nos images. Nous étions au sud Liban et vous êtes avec nous, Stéphane Goldin, depuis Israël. Ces images, donc, je le rappelle, qui sont des images d'un drone du Hezbollah qui montrent des engins de construction, de destruction israéliens côté sud-Liban, et je voulais vous faire réagir puisque justement les images satellitaires montrent que des villages entiers sont méthodiquement rasés justement par le génie militaire israélien en ce moment même et depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines au sud-Liban pour créer ce qu'Israël appelle un glacis sécuritaire permanent. Ça ne va pas aider Stéphane Goldin à ce que ce cessez-le-feu devienne un accord de paix. Écoutez, ça n'a pas aidé. Pour l'instant, on parle d'un accord sécuritaire et non pas d'un accord de paix. Comme je sais plus qui l'a rappelé sur votre plateau, il n'y a pas la guerre entre Israël et le Liban. La guerre se fait entre Israël et le Hezbollah. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu encore un nombre de roquettes qui sont tombées sur le territoire israélien. Je me suis permis aujourd'hui, dans l'après-midi, d'appeler un ancien voisin à moi quand je vivais dans le nord d'Israël pour savoir quel était son ressenti. Et il m'a dit clairement quel cessez-le-feu. Parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, parce que eux vivent toujours avec des alertes pratiquement quotidiennes, et je suis persuadé que du côté libanais aussi, on vit avec ces alertes. Et donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui aussi en Israël une certaine crainte, je dirais, que dans le fond cet accord entre Israël et le Liban ne pourrait peut-être pas aller jusqu'au bout. C'est vrai que toute la question est liée à la question iranienne, mais au-delà de cela, la question est de savoir comment il va y avoir une pression qui va être faite sur les Libanais, sur le gouvernement libanais, sur la question du Hezbollah. Or, on sait très bien, et c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il n'y aura jamais l'éradication du Hezbollah d'une façon militaire parce qu'ils sont toujours là. Or, il va falloir passer par d'autres biais pour que, je dirais, le Hezbollah puisse être, je dirais, éradiqué, je dirais, du Liban, parce que c'est aussi, je dirais, un cancer pour le Liban, ce Hezbollah. Et donc, toute la question est de savoir comment on va pouvoir asphyxier ce Hezbollah. Yitzhak Rabin l'avait déjà dit dès 1992, ça date même pas de 2006, dès 1992, en disant que le Hezbollah est un cancer et que ça ne sera pas militairement qu'on pourra les vaincre. Donc toute la question est de savoir comment on peut donner des moyens aux Libanais et au gouvernement libanais pour pouvoir terminer, je dirais, non pas le travail, mais en tout cas les aider à mettre en place une structure qui puisse concrètement éradiquer cette mouvance terroriste. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Israël, depuis Tel Aviv. Pardon de vous couper, Stéphane Goldin. Mais du côté de la guerre en Iran, l'OTAN pose toujours un problème à Donald Trump, c'est-à-dire que l'irritation est grandissante à la Maison-Blanche vis-à-vis justement des pays de l'OTAN. Et elle est grandissante, on l'a entendu, on l'entend d'habitude de la bouche de Donald Trump. Mais là, il s'agissait de Pete Hegseth. Pete Hegseth est son ministre de la Défense, son ministre de la Guerre. Voici, écoutons ce qu'il a dit hier, une petite pique bien sentie vis-à-vis des États appartenant à l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, les États-Unis et le monde libre ont besoin d'alliés qui soient fiables. C'est une relation qui va dans les deux sens.
Nous ne compterons pas sur l'Europe. Ils ont besoin du détroit d'Ormuz bien plus que nous en avons besoin. Alors peut-être qu'il serait plus sage d'arrêter de discuter et d'amener des navires. Il s'agit en réalité beaucoup plus de leur combat que du nôtre. Renaud Girard, là il n'y a pas été de main morte, c'est-à-dire que c'est plus leur combat que le nôtre. Mais finalement, a-t-il raison ? Non, il n'a pas raison, parce que en fait, avant que les États-Unis commencent cette guerre préventive, sans autorisation de l'ONU, comme c'est obligatoire par le droit international, eh bien, les bateaux passaient par le détroit d'Ormuz. Il n'y avait aucun problème. Voilà, tout le monde passait, effectivement. Tous les bateaux passaient, il n'y avait aucun problème dans le détroit d'Ormuz. Alors, c'est cette guerre qui a fait un problème au détroit d'Ormuz. Donc, ce n'est pas effectivement la responsabilité ni l'affaire des Européens. Monsieur Exet a l'air de considérer ses alliés comme des supplétifs qu'on peut siffler, qu'on peut appeler au dernier moment comme ça, sans les avoir consultés. Mais s'ils avaient consulté ses alliés européens au sein de l'OTAN, et il aurait eu la réponse suivante, mais est-ce que nous sommes vraiment menacés, parce que l'OTAN, c'est une alliance défensive, est-ce que nous sommes vraiment menacés? Et puis, est-ce que, messieurs les Américains, vous êtes en train de faire d'avoir des négociations qui ont l'air de progresser selon la médiation omanaise, est-ce que vous n'auriez pas intérêt peut-être à donner encore un mois du temps au temps et de peut-être donner 1 mois ou 2 mois à cette négociation. Oui. Voilà quelle aurait été la réponse européenne. Oui. Je ne sais pas si ça aurait plu à Donald Trump. Tant pis. Franchement, il est plus pressé que ça. Alors le message que j'envoie modestement. Oui, vous envoyez des messages. Mais non, parce que c'est le dîner des journalistes. Oui, vous avez raison. Allez-y, exprimez-vous. Exprimez-vous, Renaud Girard. Le message, écoutez, si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Bon, d'accord. Voilà. C'est un message qui est simple. Et nous ne sommes pas, nous Français, les supplétifs de l'Amérique. Oui. Mika Bujon-Mered. Du point de vue énergétique et pétrochimique, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, la réalité de ceux qui s'engagent dans le débat diplomatique sur Ormuz donne raison à Pete Hegseth. C'est-à-dire que les premiers d'entre eux à s'être mobilisés pour justement participer de la résolution de ce conflit, c'est le Pakistan. C'est le premier pays qui ici avait un sujet énergétique, pétrochimique sur Ormuz, et ils se sont mêlés. Même chose avec le Pakistan, même chose avec le Japon, même chose avec la Corée du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que bien sûr, ici Pete Hegseth met la pression sur l'Europe, partenaire de l'OTAN, dans le contexte post-Groenland, tout ça, ok, très bien. Mais en réalité, si on devait effectivement se focaliser sur tous ceux qui ont le plus besoin d'Ormuz et qui devraient s'engager, ce sont ces autres alliés-là, asiatiques des États-Unis, qu'ils devraient effectivement mettre au pilori, on va dire ça comme ça. Mais ils ne peuvent pas le faire pour une raison assez simple. C'est que quand on regarde ce que fait par exemple la Corée du Sud, c'est particulièrement fascinant depuis maintenant 1 mois et demi, la Corée du Sud est en train de négocier directement avec Téhéran, avec les gardiens de la révolution. La Corée du Sud a envoyé un envoyé spécial à Téhéran pour négocier sur le volet énergétique. La Corée du Sud, et notamment le passage de ses bateaux, etc. Bien sûr. Et la Corée du Sud, ici, essaye de jouer sa propre carte, bien que la Corée du Sud soit sous le parapluie nucléaire américain dans le cadre de son propre conflit régional. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que la Corée du Sud réussit et que nous ne réussissons pas? Alors, j'étais juste en train de donner un cas factuel qui montre que, Pete Hegseth peut avoir raison et qu'effectivement, un certain nombre de gens qui sont mobilisés dans le détroit d'Ormuz parce qu'ils sont en train de perdre se mobilisent. Mais il y a un autre cas européen qui est intéressant, c'est le cas de l'Espagne. Puisque l'Espagne, à ce stade, est le seul pays européen à avoir obtenu des gardiens de la Révolution l'exemption de toute taxe, de tout paiement, de tout ce que vous voulez, pour passer le détroit d'Ormuz en raison de son positionnement spécifiquement sur le conflit en Israël et au Liban. Donc on a effectivement au moins un Européen ici qui s'est bien bougé, et justement c'est pour ça que l'administration américaine est en train de mettre l'Espagne justement au pilori. Oui, absolument. Mais les Américains tiennent à montrer surtout qu'ils restent maîtres de ce fameux détroit d'Ormuz. Regardez cette image, ça s'est passé aujourd'hui. Ce destroyer lance-missile américain, le Rafael Peralta, qui fait respecter le blocus américain. Voilà, c'est une image diffusée par le CENTCOM qui fait respecter ce blocus sur les ports iraniens en interceptant ce grand navire commercial que vous voyez, ce gros pétrolier qui bat pavillon iranien, justement, et qui tente, c'est le pétrolier Herbie, qui tente de naviguer vers un port en Iran. Alors, ce pétrolier, justement, Général Richoux, il avait enlevé son transpondeur, on ne voyait plus donc par où il passait, et il a été intercepté par les Américains. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe généralement après une telle interception ?
Après cette interception, ils vont vraisemblablement monter à bord. Alors celui-là, visiblement, ils n'ont pas couru après pendant 6 heures. Il s'est arrêté. Il a compris qu'avant qu'on lui tire dessus avec du 127 mm, il fallait mieux s'arrêter. Donc, je veux dire, les coups de semonce de l'autre jour ont servi à quelque chose. Ensuite, il y a vraisemblablement, un peu comme dans les opérations anti-narco, des forces spéciales qui vont monter à bord, qui vont aller à la passerelle, qui vont voir le capitaine, ils vont fouiller le navire, ils vont vérifier les papiers, ils vont vérifier le pavillon, complaisance ou pas, etc. Et puis éventuellement lui demander de le suivre dans un port ou bien le laisser s'il est en règle. Mais dans ce cas précis, ils ont intérêt à montrer un petit peu leur puissance et le fait qu'ils ne rigolent pas avec le blocus et que ce blocus doit être tenu. Donc d'accord. Alors Mika Blujon. Ici, ce qu'il faut signaler d'un point de vue énergétique, encore une fois, c'est que c'est dans l'autre sens du blocus. Là, c'est un navire qui voulait rentrer dans le Golfe Persique. Et vous le voyez parce que pour aller dans un port iranien. Exactement, parce que là, vous voyez bien en fait la ligne de flottaison, elle est très haute, ce qui veut dire que le bateau en fait est vide. Donc il arrive à vide dans le Golfe Persique. Pour se charger. Et l'objectif, c'est effectivement soit de se charger pour repartir avec potentiellement donc du pétrole iranien, soit de se charger et de rester là dans le Golfe Persique. Parce que ce que les Iraniens ont comme difficulté en ce moment, c'est la capacité de stockage. C'est-à-dire que l'industrie du pétrole iranien continue de fonctionner, l'industrie du gaz continue de fonctionner, mais fondamentalement, il manque de capacité de stockage. Donc c'est-à-dire qu'il resterait là avec le pétrole qui s'est stocké. Il pourrait tout à fait. C'est-à-dire qu'on a actuellement à peu près 130 millions de barils de pétrole qui sont stockés sur des navires en mer dans le Golfe Persique. Donc c'est-à-dire de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Et effectivement, ça c'est une capacité de stockage que l'Iran essaye d'augmenter. On a vu l'Iran utiliser des navires très vieux de 25, de 30 ans, donc ils ne sont plus utilisés, les remettre en service pour juste servir de capacité de stockage. Et on voit donc un certain nombre de navires, 5, 6, venir de l'océan Indien, essayer de passer le blocus et le détroit d'Ormuz pour aider au stockage. C'est la différence par rapport aux autres navires qu'on a vus, que les Américains avaient arrêtés précédemment, qui étaient des navires chargés. Général Richoux. Une question. Moi j'ai une question. Alors comme vous êtes un spécialiste, ça tombe très bien. Ils ne peuvent plus stocker. Qu'est-ce qui se passe techniquement? Alors la situation elle est compliquée parce que s'ils ne peuvent plus stocker, ça veut dire que s'ils produisent, ils doivent soit brûler leur pétrole, leur gaz, donc ça part dans l'atmosphère, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça peut avoir un sens stratégique, ou alors il faut trouver d'autres capacités à terre, ou mobiliser, comme ils sont en train de le faire là, des capacités de stockage en mer, pour faire en sorte que ça continue à tourner. Pourquoi il faut que ça tourne? Parce que si ça tourne pas en un mot, eh bien tout simplement c'est l'ensemble de l'industrie de production iranienne qui s'arrête, et pour la faire repartir, ça prendra des mois et des mois. Du côté américain, on vient de le voir, effectivement, il y a cette volonté de dominer le détroit militairement, de montrer qu'on le domine et de diffuser le genre de photographie, auquel, bien sûr, réagissent immédiatement les Iraniens par un communiqué bien sûr des gardiens de la révolution, parce que Trump dit qu'il ne sait pas qui est au pouvoir en République islamique d'Iran, mais il apparaît clair que ce sont les gardiens de la révolution. Voici le communiqué. Si les forces américaines poursuivent leur blocus, persistent dans leur acte de banditisme, c'est le nom employé par les Iraniens, et de piraterie dans la région, ils savent très bien, les Iraniens, que la veille, Pitexet les a traités, eux, Iraniens, de pirates. Donc ils utilisent à dessein le même vocabulaire. Elles doivent savoir qu'elles s'exposent à une riposte des puissantes forces armées iraniennes. Nous sommes prêts, nous surveillons les agissements et les mouvements de nos ennemis. Vincent Crouzet. Comme on dit en Provence, que de la bouche. On attend de voir derrière, parce que effectivement aussi ils ont montré sur la carte du Golfe Persique les cibles éventuelles, dont toutes les raffineries. Oui, les cibles dans les pays voisins, dans les États du Golfe. Les cibles saoudiennes, etc. Bon, ils feront pas plus de mal qu'ils n'en ont fait au cours des premiers jours de riposte de toutes les manières. L'armada américaine est hors de portée des missiles et autres drones iraniens. Je veux dire, en ce moment les Iraniens ils sont très fort en propagande, en IA. On a même vu des nageurs de combat avec 3 bras. C'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo avec les nageurs de combat. Elle m'a échappé, celle-ci. Vous l'avez pas vu? Non. Mais oui. Non, mais il devait vivre un peu trop près des sites d'enrichissement d'uranium d'Ispahan et ailleurs. Non, franchement, je pense que les Iraniens, quand même, c'est en train de tirer sur la corde. Effectivement, comme le disait Mika, leur gros problème, c'est le problème du stockage. À Karg, il n'y a plus que 10 jours apparemment de capacité de stockage. Et après, au-delà, soit ils brûlent le pétrole, soit ils ferment les puits. Ça signifie aussi des semaines d'immobilisation, voire des mois d'immobilisation concernant les Iraniens. Donc voilà, c'est ça leur gros problème.
Oui, mais la fermeture du détroit d'Ormuz, elle modifie tout de même de façon considérable les flux commerciaux mondiaux et des entreprises ont déboursé jusqu'à 4 millions de dollars pour, en dernière minute, être capable de faire passer des navires, pas du tout par là, mais par le canal de Panama. Le canal de Panama, ces dernières semaines. Alors d'habitude, évidemment, il est payant, il y a un tarif fixe, on prend une réservation, mais là, c'est 300 à 400 000 de plus pour passer en direct à cause du chaos qui est justement dans le détroit d'Ormuz. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus sûr, beaucoup plus sûr, bien évidemment, Renaud Girard? Oui, c'est beaucoup plus sûr de passer. Toute cette zone là que vous présentez à l'écran est totalement sûre. Il est évident que le blocus du détroit d'Ormuz, qui est fait à 100%, et les menaces qui pèsent sur le détroit de Bab el-Mandeb, qui commande la mer Rouge, et donc l'accès par le sud au canal de Suez, eh bien, sur des perturbations très importantes du commerce international et du commerce énergétique international, et il va y avoir évidemment, et il commence déjà à avoir un impact très important chez nous en Europe, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Et Trump doit évidemment prendre cela en considération, parce que les Américains sont plutôt intéressés par leurs propres affaires. Cette guerre n'est pas très populaire aux États-Unis, et si effectivement le pétrole continue à augmenter, il est au-dessus de 4 dollars le gallon aujourd'hui aux États-Unis, il risque d'avoir un retour de bâton assez féroce aux élections du mandat de novembre prochain. Alors, il y a le canal de Panama, mais il y a également le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est cette langue de mer de 900 km de long qui est bordée par plusieurs pays, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Et elle représente justement la route la plus courte qui relie l'Asie orientale au Moyen-Orient et à l'Europe. Et on parle même, Mika Manger, dites-moi si je me trompe, qu'elle représente 22% du commerce maritime mondial. Donc c'est gigantesque. Et à Malacca, ce trafic est en pleine croissance, justement à cause du fait qu'au détroit d'Ormuz, on ne peut pas passer. Oui, tout à fait. En fait, Malacca, c'est l'un des top 3 détroits dans le monde. Hein. Et effectivement, là, l'enjeu ici, c'est de s'assurer que le système de navigation libre et non empêché soit le plus maintenu possible. Oui, mais le ministre indonésien des Finances, peut-être ayant eu vent de ce qui se passait au détroit d'Ormuz, a proposé il y a quelques jours un péage. Alors, oui, mais il a reculé vu la bronca que ça a provoqué. Alors, c'était dans une conférence effectivement à Jakarta, une conférence de financiers. Effectivement, il a cru faire un bon mot et il s'est repris non seulement immédiatement, mais surtout il y a eu effectivement une bronca ensuite sur les réseaux sociaux et dans les médias singapouriens et autres. Il y a eu des déclarations effectivement des autres partenaires du détroit, donc notamment Singapour et la Malaisie, et il a dû refaire encore un démenti très clair pour dire non seulement ce serait impossible de l'appliquer, mais en plus de ça, c'est irréaliste. C'est irréaliste. Mais il l'avait quand même dit. On voit à l'écran la différence entre Ormuz et Malacca. Vous voyez que Malacca, c'est encore plus important. Sylvie Berman, c'est 75% des importations de pétrole qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique et qui vont en Chine, passent par là, par le détroit de Malacca. Oui, bien sûr, et toute l'Asie, de toute façon, est concernée. Donc, en réalité, ça fait là 30% des flux pétroliers. Les pays qui longent ou qui possèdent ce détroit de Malacca sont des membres de l'ASEAN aussi. Donc, on comprend très bien que Singapour ne puisse pas accepter la déclaration du ministre des Finances indonésien. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est revenu en arrière. Et bon, pour la Chine, c'est également important. Et c'est un détroit où généralement les choses se passent bien. Il y a également un autre détroit qui est le détroit de Taïwan ou de Formose qui pourrait effectivement être bloqué, Mika. Même enjeu ici. Effectivement, on a vu dans des exercices chinois de la marine chinoise autour de Taïwan que ça prendrait à peu près une vingtaine de navires. Le dernier exercice c'était 22 navires précisément pour faire un blocus de Taïwan. Et effectivement, quand on parle de blocus de Taïwan, c'est pas que de l'île de Taïwan, c'est évidemment du détroit. Et là, c'est un enjeu qui touche le secteur des semi-conducteurs, qui touche le secteur de la manufacturier. Là, etc. Les pertes économiques seraient astronomiques, là. Oui et non, parce qu'en fait, dans le cas de
Malacca, comme dans le cas du détroit de Taïwan, vous avez des alternatives. C'est-à-dire que vous pouvez passer par d'autres endroits. Dans le cas de Malacca, vous pouvez passer par exemple, il y a 4 autres détroits indonésiens. Donc, y a pas Alors que c'est pas le cas à Hormuz, c'est ça? Et non, Hormuz est une mer, le golfe Persique est une mer fermée, vous n'avez pas d'alternative, ou plutôt la mini-alternative, c'est le pipeline qui va des Émirats Arabes Unis à Fujairah sur la côte du golfe d'Oman vers le reste des Émirats Arabes Unis, en l'occurrence Dubaï et surtout Abu Dhabi, ou de la même manière le pipeline est-ouest en Arabie Saoudite qui va de la côte est, donc du golfe Persique, jusqu'à Yanbu sur la mer Rouge. À part ces alternatives-là, en réalité, à Hormuz, qui ne sont pas des alternatives maritimes évidemment, vous n'avez pas d'autre choix. Mais l'oléoduc est-ouest, c'est une vraie alternative, parce que ça peut concerner près de 7 millions de barils de jour sur les 10 millions produits par l'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que le détroit de Taïwan, c'est quand même 150 km, c'est pas l'autre que Malacca qui est, je crois, 2 km 3, j'ai vu ça au plus restreint, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que en plus du commerce pétrole, etc., il faut rajouter le commerce des bâtiments avec des containers, les porte-containers. Donc parce qu'il y a tout le commerce de la Chine, etc., d'Extrême-Orient qui passe par là. Et ce commerce des porte-containers, il arrive par le Bab el-Mandeb, après il remonte par là. Donc toutes ces routes-là, ça doit être 20%, je crois, ou quelque chose comme ça, du commerce de porte-containers mondial. Donc c'est absolument considérable. C'est considérable, et comme vous le voyez, c'est indiqué sur le bas de votre écran, les Américains nous informent aujourd'hui qu'ils ont dérouté 37 navires au total depuis le début du blocus. Je vous vois hausser les épaules, Sophia Amara. En tout cas, il est clair que les Américains veulent projeter une image de force, dire que ce sont eux qui dominent ce détroit d'Ormuz, alors que les Iraniens sont évidemment en train de nous dire le contraire, et de facto le levier est plutôt côté iranien. D'une part, mais surtout il y a des navires qui passent. On le sait, il y a des navires 35. qui passent. Oui. Voilà. Donc 35 passent, 37 sont déroutés. Enfin 35 depuis le début du blocus. Oui, mais là aussi on est depuis le début du blocus. Oui, alors ça veut dire un zéro la balle au centre. Enfin, en réalité, ils coupent leur transpondeur et ils longent les côtes pakistanaises et donc ils passent. Et donc le blocus n'est pas hermétique et donc c'est pas sérieux. En réalité, non, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de bateaux qui vont dans les ports des alliés occidentaux, des pétromonarchies sunnites du Golfe Persique. Non, je parle de ceux qui longent qui vont vers les ports iraniens, qui font du cabotage. En réalité, Mika, ce dont nous sommes en train de prendre conscience, c'est qu'il est absolument impossible de bloquer complètement un détroit. Alors non seulement que ce soit les Américains ou qui que ce soit d'autres. Non seulement c'est impossible, mais en plus, non seulement c'est pas souhaitable, et en plus ce serait illégal. C'est-à-dire que là, les États-Unis ici... Ça, illégal, je pense que ça ne gêne pas ni les Iraniens, ni les Américains. Non, mais j'évoquais le côté américain, et on l'a vu, attendez, c'est-à-dire que quand les Américains ont annoncé le blocus et la manière dont ils l'ont décrit, effectivement, ça ajoutait de l'illégalité à l'illégalité. Et dans la pratique, depuis donc maintenant 15 jours, ce qu'on voit, c'est que ce blocus se réfère, et donc est assez en conformité en réalité avec les règles du droit coutumier des conflits en mer. En l'occurrence, le manuel de San Remo, le manuel de Newport, je ne fais pas de détails ici, mais il y a quand même un certain nombre donc, de prédispositions qui sont mises en œuvre et que, effectivement, le CENTCOM arrive à maintenir. Alors, un navire, justement, le MV Sevan, que nous allons voir, voilà, c'est le MV Sevan qui figurait parmi les 19 navires de la flotte fantôme qui est évidemment iranienne, qui est sanctionnée par le Trésor américain, et ce Sevan a été intercepté aujourd'hui, plus tôt dans la journée, par justement un hélicoptère de l'US Navy qui était embarqué à bord d'un destroyer, Général Richoux, pour faire son travail, et donc ce navire marchand, puisqu'il s'agit d'un navire marchand, flotte fantôme qu'il est obligé d'obtempérer aux ordres militaires américains. Ah oui, et puis là, il va être sans doute mis sous séquestre, parce que s'il est sous embargo, sous sanction, etc., à partir du moment où ils vont prendre possession de la passerelle, ça va être suivez-moi, et ils vont vraisemblablement le mettre à l'ancre dans un port ami, et puis l'empêcher de repartir. Donc là, c'est de la perte sèche, effectivement, pour les Iraniens. On les a vus, on les voit d'ailleurs, ils descendent en hélicoptère, là, de manière très classique, donc ça c'est pas très compliqué. Et donc c'est un pétrolier comme ça, c'est une perte importante sur le plan capacitaire pour les Iraniens. Oui. Il est 23h, vous êtes en direct avec nous, Sonia Dridi, vous êtes en direct de Washington. Washington, où Donald Trump est en train de revenir. Il est en train de revenir, nous l'avons vu tout à l'heure. Il va assister à un dîner de la presse où je crois que vous allez être convié également, vous allez assister ce soir, Sonia. Mais Donald Trump, essayez de nous aider à comprendre
comprendre ce qu'il a dans la tête ce soir. C'est-à-dire que en même temps, il concentre son armada sur les zones du Moyen-Orient, et en même temps, il est très préoccupé par ces négociations où finalement, pour la deuxième fois de la semaine, il n'envoie personne. Il n'envoie personne et il le justifie en disant que c'est trop loin, que c'est trop cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons ? Oui, alors Donald Trump a dit aux journalistes avant de quitter la Floride, nous avons tout gagné, nous avons les cartes en main, mais il n'a toujours pas ce qu'il souhaite le plus, c'est-à-dire être certain que l'Iran ne puisse se doter de l'arme nucléaire. C'est ce qu'il a dit aux journalistes. Il a dit l'accord, ce serait très simple, c'est d'être sûr que l'Iran ne puisse pas obtenir la bombe nucléaire. Donald Trump qui a également justifié cette annulation en disant nous avons reçu un papier, donc une proposition de la part des Iraniens qui n'était pas suffisante, et puis 10 minutes après l'annulation, nous avons reçu quelque chose de plus intéressant. Donc c'est un Donald Trump qui, même s'il assure que les États-Unis ont les cartes en main, ont gagné, on le sent quand même déstabilisé par les méthodes des Iraniens, lui qui se targue d'être un négociateur hors pair. On sent aussi un président lassé par ce conflit. Il a déclaré récemment, selon certains médias, un conseiller, eh bien que ce conflit l'empêchait de se concentrer sur d'autres priorités. Donc en effet, l'armada est renforcée. On a l'impression d'un Donald Trump qui aimerait éviter la reprise des hostilités, mais qui aussi ne souhaite pas perdre la face. Alors vous l'avez dit, il va être d'ici peu dans cet hôtel de Washington pour ce dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'est la première fois qu'il vient, qu'il ne le boycotte pas. Et en coulisses, certains conseillers ironisent pour dire qu'il pourrait ensuite, dès demain, reprendre les hostilités avec l'Iran pour, je cite, gâcher la fête des journalistes. Oui, merci Sonia Dridi. Vous êtes en direct avec nous de Washington et nous comptons sur vous un peu plus tard dans la soirée. L'armada est en train de se développer, d'être concentrée au Moyen-Orient. Alors d'abord, il y a ces avions B-52, les avions B-52 de l'US Air Force qui sont actuellement sur une base en Grande-Bretagne. Quel est le nom de cette base? C'est Fairford, normalement. Fairford, c'est ça. La base de Fairford. Voilà. Donc ils sont là, prêts à agir, prêts à être envoyés sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. À partir de Fairford, ils peuvent aller jusqu'en Iran. Ils peuvent être ravitaillés en vol, etc. Donc tout ça c'est faisable. Et donc c'est une démonstration de puissance. Hein. Il nous explique qu'il déploie tout ce qu'il y a de plus gros, même si c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, hein, puisque c'est un vieux bombardier qui a été dessiné dans les années 50. C'est typiquement héritier des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien que ça n'a plus rien à voir avec le B2, vous savez, en forme. Donc c'est un vieux bombardier, mais qui est très utilisé, qui est très nécessaire. Et qui va rester en vol vraisemblablement. On parle de 50 ans supplémentaires, ce qui en ferait pratiquement 100 ans d'utilisation, ce qui serait absolument extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas mieux Il n'y a pas mieux. Eh ben non, ça c'est surtout la charge embarquée, d'abord la symbolique, ensuite la charge embarquée qui est relativement bon marché par rapport aux bombes modernes. Parce on largue les bombes un petit peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors les bombes sont plus précises, il y a des bombes planantes, il y a tout ce qu'on veut, mais globalement c'est un gros camion finalement, transporteur de bombes. C'est ce qu'on peut dire sur le B-52. Il y a aussi un pont aérien qui est en train d'être mis en place et qui est constant entre les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient. Vous le voyez sur cette carte, Renaud Girard, le pont aérien donc montre les C-17 qui traversent l'Europe. Et d'ailleurs, on voit qu'il contourne la France. Oui, il contourne la France parce que le président de la République, chef des armées, n'a pas autorisé, évidemment, puisqu'il ne pense que la France ne devrait pas être associée à cette guerre. Eh bien, évidemment, il n'autorise pas le survol des avions de guerre américains vers le Moyen-Orient, contrairement à des pays comme les pays d'Europe de l'Est qui sont plus souples à l'égard des États-Unis d'Amérique et qui ont sans doute aussi davantage besoin des États-Unis d'Amérique que la France, de la protection américaine face, évidemment, à la Russie. On voit très clairement qu'il transite par Ramstein. Là. Oui, par la base allemande de Ramstein. Voilà, c'est ça. Qui est un petit peu au nord de la Lorraine, donc on les voit véritablement. Voilà. Il y en a qui doivent se poser là, qui reprennent leur route, qui s'arrêtent là, etc. Donc Ramstein, qui est là, il faut le rappeler, la plus grosse base américaine en Europe. Mais qui est une ville, qui doit y avoir 30 000 habitants, il y a des hôpitaux, voilà, c'est absolument considérable. C'est pour ça que quand on nous dit que les Américains n'ont pas
pas besoin de l'Europe ou qu'on n'est jamais là. Cette carte démontre le contraire. Oui, mais sans Rammstein, il ne se déploie pas au Moyen-Orient. C'est simple. Et sans Fairphone non plus. Donc, alors on a vu un avion quand même qui était traversé, qui était au-dessus de la France. Oui, à vide peut-être si ça peut être un avion sans munitions. Sans munitions, qui traverse l'espace aérien, mais c'est très très net qu'il contourne la France complètement là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi la guerre au Kosovo, c'est pour avoir après cette guerre au Kosovo, au Kosovo une base américaine qui s'appelle Fort Bonchil, un peu comme les Anglais aussi ont la base à Chypre. Ils ont des relais comme ça, des bases pour aller vers le Moyen-Orient. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on soit. Alors derrière ce pilier, pardon de vous couper, derrière ce pilier, ce sont les piliers bien reconnaissables de la Maison Blanche, où Donald Trump vient de s'engouffrer, suivi des personnes qui travaillent avec lui. Donc il a quitté sa limousine que nous voyons à gauche de l'écran pour rentrer, travailler, se préparer, je ne sais, à la Maison Blanche, puisque il est la fin de l'après-midi simplement aux États-Unis. Nous avons également à vous montrer ce qui se passe, pas seulement, voyez, en Europe, mais les renforts se développent aussi, s'intensifient sur cette base. Ça, c'est une image satellitaire en source ouverte sur la base aérienne de Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis, où nous voyons que les États-Unis sont en train de concentrer des forces. Alors là, il s'agirait, général, de 12 avions de chasse de l'US Navy, de 7 avions ravitailleurs et d'un avion de transport. Voilà. Donc, je suis toujours très étonné qu'on utilise des bases aussi près de l'Iran, compte tenu des dégâts qui ont été faits avec des KC-135 et un AWACS dernièrement, en Arabie Saoudite, qu'on utilise des bases qui sont. C'est-à-dire, vous pensez, vous, général Richoux, que les Américains devraient cesser d'utiliser leurs bases dans les États du Golfe parce qu'il est trop dangereux de les utiliser. Moi, je crois que c'est trop près de l'Iran, et on l'a vu l'autre jour qu'un simple Dome Shahed a détruit, je sais pas quoi, de 2-3 KC-135 et puis un AWACS, et que quand on concentre des bâtiments, des aéronefs comme ça en face, en fait, c'est bien, vous avez vu, c'est ça, ce qu'on nous a dit, quasi en face de l'Iran, de l'Iran, c'est-à-dire qu'il faut quelques kilomètres pour traverser le détroit avec des drones Shahed pour tirer sur la base. Je trouve que c'est pas raisonnable. Surtout que là, on les voit au tarmac, ils sont bien alignés, comme si on était à Roissy ou à Orly. Je trouve ça très curieux, compte tenu des déboires qu'ils ont eu dernièrement. Et il faut rappeler que Al Dhafra est une base pérenne de l'armée de l'air et de l'espace française, la base aérienne 104, avec à l'heure actuelle 9 rafales qui sont positionnées et qui sont rentrées d'ailleurs en action contre les drones iraniens pour protéger nos alliés émiratis. Il y a aussi l'aéroport d'Elat donc en Israël. On a vu hier ces images de l'aéroport Ben Gourion avec justement au parking des avions ravitailleurs. Là, il s'agit des images pareilles en source ouverte. La différence entre le 9 avril et le 24 avril, on voit bien que le nombre d'avions ravitailleurs, Sophia Amara, est en train de s'accroître. Oui, il y a une activité toujours de plus en plus intense, mais là encore, on se demande, parce que la nature des éléments de cette armada n'a pas changé par rapport à la première phase de la guerre, donc on se demande comment un peu plus d'armes du même type que celles qui ont été utilisées durant la première phase peuvent arriver à produire un effet différent pour une deuxième phase de guerre, si tant est qu'elle ait lieu. Si tant est qu'elle ait lieu, en tout cas, des voix s'élèvent aux États-Unis justement pour qu'elle ait lieu et la demande. Certaines voix demandent une intervention militaire de la part de Donald Trump. Certains impatients sont mécontents que justement il soit dans un processus de négociation. De qui s'agit-il ? Bien d'un sénateur et pas des moindres, Roger Wicker, qui est président républicain de la puissante commission des forces armées du Sénat. Voici ce qu'il a écrit. Notre commandant en chef, donc Donald Trump, devrait ordonner à ses chefs militaires chevronnés de mener à bien la destruction des capacités militaires conventionnelles de l'Iran et d'éliminer les derniers vestiges de son programme nucléaire. Mika Blujon. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle les faucons. Oui, et puis c'est dans une situation où effectivement Donald Trump a un problème calendaire, si vous voulez, qui arrive le 1er mai prochain. C'est-à-dire que cette guerre qui a commencé donc le 28 février, comme chacun sait, Donald Trump peut mener la guerre comme il l'entend, sans avoir forcément l'aval du Congrès. La question des 60 jours. Exactement. C'est ça. Il doit les informer dans les 48 heures. Ça a été fait, il n'y a pas de souci. Ça tombe le 1er mai. Et donc, effectivement, 2 mois plus tard, ça va tomber effectivement le 1er mai. Et donc, le sujet, c'est que normalement, si le Congrès, effectivement, Donald Trump lui demande une extension de 30 jours, comme
la loi le lui permet. Ces 30 jours qui arrivent ensuite dans le War Powers Act lui permettent normalement d'organiser le retrait. Donc de fait, si vous voulez, la guerre est censée se finir dans la semaine qui vient, si je puis me permettre l'expression. Mais évidemment, chacun le sait, elle ne va pas se finir, ce n'est temporellement pas envisageable. Et donc l'enjeu pour le Donald Trump aujourd'hui et ses copains au Congrès, c'est justement donc de bâtir une coalition suffisamment importante pour être sûr que non seulement le Congrès vote bien sûr les 30 jours supplémentaires, mais en fait lui permettre de pouvoir conduire la guerre bien au-delà. Oui, Sylvie Berman. Il y a toujours eu en fait des divisions très fortes aux États-Unis en ce qui concerne l'Iran et la possibilité de bombarder les installations nucléaires iraniennes et de venir à fin du régime. Ça fait en réalité des décennies que la question se pose, que certains sénateurs demandent effectivement qu'on bombe la bombe, comme disait McCartney quand il était candidat. Donc effectivement, vous avez des faucons, puis d'autre côté... McKelly, c'est ça. Pardon. Pour montrer que je suis bien là. mais vous suivez bien, vous avez bien raison, Renaud Girard. C'est vrai que je connais mieux McCartney que McCain. Mais effectivement, c'est beaucoup poussé pour ça à Washington, et ceux-là sont toujours là. Mais la base MAGA qui ne voulait plus de guerre y est hostile. Donc c'est difficile pour Donald Trump. Il a besoin d'un succès en plus. Mais justement, Renaud Girard, ce sénateur met en doute finalement les capacités diplomatiques de Donald Trump. Et puis Donald Trump disait qu'il avait le temps, il le dit maintenant, après qu'il a compris que les Iraniens, eux, ont vraiment le temps. Oui, écoutez, il y a parmi les sénateurs américains beaucoup de faucons. Il y a aussi le Lindsey Graham, qui pense qu'effectivement cette guerre peut amener des gains politiques. Moi, je vois pas comment cette guerre peut amener des gains politiques. Le blocus, en revanche, me semble une arme beaucoup plus sensée, parce que à la fois elle est assez peu critiquable parce qu'elle ne tue pas d'hommes, mais elle force effectivement. Elle en a tué 13 quand même. Le blocus. Ah, le blocus, non, je pensais de la guerre en Iran depuis le départ. Non, le blocus ne tue pas d'hommes, ne tue pas d'Iraniens, ne détruit pas les infrastructures. Parce que l'idée, si les Américains et les Israéliens ont dit qu'ils venaient libérer le peuple iranien. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de dévaster leur pays. Il ne s'agit pas de leur rendre un pays complètement rasé. C'est pas quand même le but, si vous voulez. Et donc, Donald Trump, à mon avis, a tout à fait raison, a voulu donner sa chance à la diplomatie, pas suffisamment selon moi, il n'a pas donné suffisamment sa chance à la diplomatie. Par exemple, il n'aurait jamais dû rappeler J.D. Vance du Pakistan. Lors de la première session, mais elle ne donnait rien. Ah non, c'est pas ce qu'ont dit les gens, c'est pas ce qu'a dit même J.D. Vance, c'est en fait... Donc vous pensez que c'était une erreur de l'interrompre? Ah oui, je pense que c'était une erreur de l'interrompre, elle aurait dû continuer. Vous savez, pour la paix, on peut... Sylvie Berman, la diplomate n'est pas d'accord. Je pense qu'il fallait la continuer. Je regrette aussi que Donald Trump lui-même sabote son propre travail de paix en insultant sans arrêt par les Twitter les dirigeants iraniens. Si vous voulez faire une négociation, ça ne le rend pas plus fluide d'insulter les gens avec qui vous voulez parler. Mais bon, mais il y a effectivement toujours plus radical et plus extrémiste, plus belliciste que le président des États-Unis au sein de la classe politique américaine. Et il y a évidemment des sénateurs qui font ce genre de déclaration. Mika voulait ajouter quelque chose. Il y a une situation aussi qui est difficile, c'est qu'il y a un certain nombre d'élections intermédiaires ou d'élections, on va dire, qui sont hors du calendrier classique de la présidentielle des midterms, qui ces dernières semaines ou encore ces derniers jours, avec par exemple le vote en Virginie sur la redéfinition des districts électoraux, que les amis de Donald Trump ont perdu. C'est-à-dire que même dans le comté de Palm Beach, où Donald Trump a donc sa maison de Mar-a-Lago dont on parle tant, eh bien de fait, même là, les démocrates ont gagné. Si vous voulez, on est dans une situation où il y a un certain nombre, je ne dis pas que tout est rouge pour les républicains, mais il y a un certain nombre de voyants qui sont significativement négatifs pour l'état-major du parti républicain et qui les amènent en ce moment à mettre la pression sur Donald Trump pour essayer d'avoir une résolution, quelle qu'elle soit, sur le volet iranien, mais aussi en parallèle... Quelle qu'elle soit, mais enfin il faudrait quand même que ça soit une victoire militaire. Oui, non, mais c'est ça que j'entends par quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ce soit une victoire militaire d'un côté ou une victoire diplomatique ou juste un bout de papier que Donald Trump peut brandir en disant c'est une victoire alors que ce n'en est pas une, peu importe, il faut qu'il y ait une victoire sur ce volet-là, mais aussi il faut qu'il y ait une victoire sur le volet économique, parce qu'on le voit dans les sondages là, 77% des sondés dans un récent sondage sorti par Reuters
aux États-Unis il y a 2 jours, disait très clairement, celui qui est responsable de la situation économique intérieure aux États-Unis en ce moment, c'est Donald Trump par rapport à la guerre en Iran. Alors justement, sur tous les navires présents dans cette armada américaine au Moyen-Orient, il y a quelques problèmes. Alors un problème qui peut sembler anecdotique, mais qui finalement ne l'est pas, ce sont celui des rations alimentaires. Les rations alimentaires sont-elles devenues alarmantes? Voyez à l'écran ce que certains marins reçoivent sur ces bateaux. Évidemment, ça semble assez peu, ça semble assez frugal, pas extrêmement appétissant. Ce sont donc des nouvelles images, voyez, qui ont fait irruption sur les réseaux sociaux, comme Reddit, comme Telegram ce matin, qui diffusent ces images, des portions minimales de riz, la viande d'apparence douteuse, une tranche de pain avec un tout petit peu de beurre de cacahuète et pas grand-chose. Donc ce sont des marins qui sont sur place et qui envoient ça à leurs familles. Et ce sont les familles qui s'en offusquent, qui s'en soucient, Général Richoux. Est-ce que ça affecte le moral? C'est important ce qu'on mange, ça affecte le moral, mais quand on est je rappelle sur un navire dans le détroit d'Ormuz. Quand on est en opération, il y a une grosse dépense. Il y en a qui sont 15-18 heures sur le pont. On n'est jamais, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, on est tout le temps et on mange des calories. Une ration de combat, c'est entre 3002 et 3600 calories par jour. Hein. Les rations de combat, les nôtres qui sont censées être les meilleures du monde et avec lesquelles on mange absolument correctement sur le terrain. Mais là, il n'y a pas ça, effectivement. Et donc, c'est pas uniquement un problème de morale, c'est-à-dire que physiquement, le rendement du soldat sur le terrain va diminuer progressivement s'il n'est pas nourri correctement. Mais ce qui est très étonnant, parce que moi, d'abord, ce sont les rois de la logistique, on le sait. Non, mais justement, Général, malgré ces preuves visuelles croissantes, parce qu'on en a de plus en plus, le Pentagone continue de nier officiellement, bien sûr, qu'il y ait une quelconque rupture d'approvisionnement de ces navires. Il y a vraisemblablement... Attendez, vous nous parlez de papier toilette. Attendez, on en est pour le moment à la nourriture. Oui, il y a vraisemblablement un problème, mais je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont nourri 7 millions de personnes sur 2 fronts, et apparemment très bien, puisqu'en décembre 1944, il y avait des gros gâteaux au chocolat qui étaient apportés quasiment des États-Unis. Et que, dans ce que j'ai vu chez les Américains, c'était plutôt pantagruélique dans ma carrière militaire. Tout le monde veut parler. Donc je suis très étonné. Voilà. Sylvie, puis Mika, puis Vincent. À l'époque où il y avait 200 000 casques bleus des Nations Unies, ils ont négocié pour avoir les rations françaises. Oui, c'est ça. Qui sont meilleures, bien évidemment. Bien sûr. Mais qui sont très bonnes, oui, absolument, avec lesquelles on mange bien. Ça, j'étais sûre que vous alliez souligner le fait que les rations françaises sont très bonnes. Mais je n'en doute pas. D'ailleurs, j'en ai mangé moi-même quand j'étais invité également, d'ailleurs, pas sur un porte-avions, mais sur un PHA. Français. Un porte-hélicoptère. Oui, un port-hélicoptère amphibie, absolument. Voilà. Et les rations étaient très bonnes. Mika, vous vouliez dire quelque chose? Oui, donc comme dirait Astérix et Obélix, quand l'appétit va, tout va, hein, bien sûr. Et là, c'est sûr que ça ressemble plutôt à un pudding à l'arsenic, mais au-delà de cette un pudding à l'arsenic. Au-delà de cette petite référence que les plus jeunes se verront tout à fait, l'enjeu ici, il est clair, c'est effectivement la question du moral des troupes. C'est la question, bien sûr, comme Nicolas l'a rappelé, de tout simplement l'efficacité de tout le monde. Mais là, il y a un enjeu qui est clair, c'est que si les Américains sont les rois de la logistique, là, il y a une vraie question qui se pose sur la capacité logistique, pour une fois opérationnelle, à effectivement pouvoir livrer les moyens nécessaires de mener le combat sur cette zone où effectivement beaucoup d'éléments ont été rendus difficiles, notamment par l'inopérabilité d'un certain nombre d'infrastructures. On voit là qu'ils ont fait la même erreur, c'est très intéressant, que les Russes. De même que les Russes ont cru qu'ils allaient gagner la guerre, prendre Kiev en une semaine. Ukraine, et eux, ils ont pensé ils ont cru le récit israélien de dire que de toute façon le régime allait s'effondrer, que donc on n'avait pas besoin de prévoir des vivres pour 2 mois. Il y a du ravitaillement qui est prévu. Voilà. Et là, visiblement, ils n'ont pas anticipé que pour leur marine, le conflit durerait aussi longtemps. Oui, sinon, d'habitude, il y a quand même de la salade dans les repas américains. Vincent. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, je ne vais pas la répéter parce que je me suis fait gronder. Ah non, ne répétez pas des bêtises, s'il vous plaît. Donc vous ne voulez pas reprendre la parole. Bon. Non, mais je voulais dire 2 choses. Moi, je me souviens en Angola, en brousse, les forces spéciales américaines qui arrivaient avec 2 Hercule 730, avec 6 mois de Pizza Hut et de McDo, avec les chambres froides et les générateurs qu'il a avec. On est loin de tout ça.
Et puis j'imagine que les marins de la marine française, de la Royale, doivent bien rigoler, parce que à bord de la marine française, on mange très bien, on mange équilibré. Et on a une boulangerie, et par exemple sur le Charles de Gaulle, on fait 2000 baguettes par jour. Voilà, donc effectivement. Voilà. La projection de puissance des États-Unis, nonobstant ces plats repas qui nous paraissent un peu faméliques, est permanente et spectaculaire. Et hier, des contrats d'une valeur totale de 3,2 milliards de dollars ont été attribués par la Force spatiale des États-Unis à 12 entreprises, dont Lockheed Martin et Boeing. Pourquoi donc ? Eh bien, pour développer le fameux Golden Dome, le dôme doré, cher à Donald Trump, ce fameux bouclier de défense antimissile intégré. Écoutez ce qu'en disait Donald Trump quand il l'annonçait en mai 2025. Cette conception du dôme s'intégrera à nos capacités de défense existantes et devrait être pleinement opérationnelle avant la fin de mon mandat. Nous aurons donc terminé dans environ 3 ans. Une fois construit, le dôme d'or sera capable d'intercepter des missiles, même s'ils sont lancés depuis d'autres endroits du monde et même s'ils sont lancés depuis l'espace. Bon, là, c'est la première fois que ça arrive, mais pendant que nous écoutions Donald Trump, le général Richaud a failli littéralement s'étrangler. J'ai eu peur l'espace d'un instant de rire. Oui, quand Donald Trump disait que ça serait opérationnel à la fin de son mandat, c'est ça ? Il lance l'affaire, donc il y a rien qui est fait. Donc il va arriver à 2 ans de son mandat, grosso modo à mi-mandat à la fin de l'année. Et donc après, il dit avant la fin de mon mandat, il est opérationnel. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir quasiment la protection aérienne, anti-aérienne qui assure Israël, grosso modo, sur un territoire grand comme les États-Unis d'Amérique d'ici 2 ans. C'est pas possible. Oui, bien entendu, c'est absolument pas possible. Et donc, d'ailleurs, il n'est pas du tout évident que, compte tenu du coût d'un tel projet, il survive à Donald Trump. Il faut rappeler également, pour terminer, que ça va aussi poser le problème de l'équilibre de la dissuasion, parce qu'à partir du moment où on est susceptible d'être capable d'arrêter tous les missiles et les missiles nucléaires adverses, eh bien, ça peut relancer la course à l'armement, parce qu'on va avoir tendance à saturer l'espace aérien, à fabriquer de plus en plus de missiles et de vecteurs pour saturer l'espace aérien et être capable de percer ce dôme-là. Mais est-ce que ça engendrerait une refonte de la posture défensive des États-Unis ? Ah ben oui, là clairement, parce que ils sont en train de exprimer que rien ne va les toucher. Donc de l'autre côté, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va relancer. Oui, mais entre l'exprimer et que ça soit efficace, alors justement, Sophia Mara, ça vise à créer, expliquons en 2 mots, ce Golden Dome, comme en Israël, une architecture de capteurs spatiaux et d'interrupteurs capables de neutraliser des menaces sophistiquées. Mais on voit bien que ça n'est pas à 100% efficace. Une protection totale. Ça n'existe pas, la protection totale. D'abord, ça n'existe pas. Et hier, sur ce plateau même, rappelez-vous, Anne, très judicieusement, le colonel Ngoya rappelait qu'une des raisons pour lesquelles les États-Unis étaient en situation de grave pénurie de munitions, avec des stocks, pour certains types de stocks, qui ont besoin de 6 ans pour être reproduits. Et la cause de cela, c'est parce que justement, l'armée américaine, malgré les budgets phénoménaux dont elle dispose, se lance parfois, selon les présidences, selon les mandats, en l'occurrence là, nous sommes dans le mandat de Monsieur Trump, et bien dans des projets un peu pharaoniques et qui finalement n'aboutissent pas, et c'est ça qui empêche l'armée de produire ses stocks réguliers qui naturellement devraient être là quand on est sur 2 ou 3 crises en même temps. Oui, on se disperse en fait dans les efforts. Exactement. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous ne construisez pas, vous régénérez pas les Tomahawks, les vous restez à flux tendu, etc. Vous êtes à flux tendu, et puis vous dispersez parce que quand on est partout, on est nulle part. Ouais. Et là, véritablement, je veux dire, autant le dôme israélien n'est pas étanche, on le sait, c'est le plus efficace du monde, mais on sait qu'il n'est pas étanche, ça tombe. Eh bien, il est quasiment impossible de couvrir à 100% le territoire américain. Et vous voyez ça parce que le complexe militaro-industriel américain, dont le général Eisenhower disait qu'il fallait se méfier, il a été président des États-Unis, il dit à ses successeurs, méfiez-vous, il est général, il a libéré l'Europe, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Il a dit ça dans son testament. Eh bien, le complexe militaro-industriel américain a
des intérêts de faire toujours plus cher, plus compliqué, plus sophistiqué. Alors ça fait progresser la recherche. Pas les mêmes, ses propres intérêts qui sont pas forcément les intérêts stratégiques et diplomatiques des États-Unis d'Amérique. Et n'oubliez pas, si vous permettez, Anne, d'une phrase, qu'il a un lobby très puissant à Washington. Bien sûr. Oui, en tout cas, le premier représentant de ce lobby, si je puis dire, c'est Pete Hegseth, qui est le ministre de la Défense américaine, ou plutôt le ministre de la Guerre. Et figurez-vous que hier, il a donné une conférence de presse dans laquelle il a abordé de nombreux thèmes, dont un qui m'a particulièrement étonné, celui de qui devrait être nominé et remporter le prix Nobel de la paix, selon Pete Hegseth. Alors, ce n'est pas Donald Trump, non, détrompez-vous, mais c'est selon lui, on va l'écouter puis on va discuter après. On passe de la défense à la guerre parce qu'on veut être proactif en matière de paix par la force. Et en effet, j'ai prononcé un discours devant des généraux sur ce qu'est véritablement l'éthique du ministère de la guerre, car je veux que ce message imprègne tous les échelons de ce ministère. Cela a un sens, ce ne sont pas que des mots. Et quand on mène une guerre de la bonne manière, l'idée est d'apporter la paix à l'autre camp. C'est ce que nous souhaitons par-dessus tout. En fait, j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'affirmais que l'institution qui devrait remporter le prix Nobel de la paix chaque année, c'est l'armée américaine. Car nous sommes les garants de la sûreté et de la sécurité, non seulement de notre pays, mais aussi de nombreuses personnes dans le monde. Donc, le prix Nobel de la paix pour l'armée américaine, et non pas une certaine année, mais toutes les années à venir. Mika Bloujon. Voilà la proposition de Pete Hegseth. Alors là, c'était un pur moment Fox News. Alors je rappelle que Pete Hegseth était chroniqueur sur Fox News. Ancien journaliste de Fox News. 18, même chroniqueur, franchement. Journaliste, chroniqueur, c'est égal. D'accord, ok, très bien. Bon, là sur Fox News, pas trop chez Fox and Friends le matin. C'est-à-dire qu'il pouvait venir et dire n'importe quoi. Là, ce moment, il était fondamental parce que il répond en fait à une question d'un journaliste, pour le coup, qui disait, mais du coup, comme vous avez été le ministre de la Défense et que maintenant vous êtes le ministre de la Guerre, mais que Donald Trump veut tant la paix, est-ce que vous n'êtes pas enclin, par exemple, à renommer votre ministère de la paix? Et on sent dans la réponse que Pete Hegseth, il y a une forme d'improvisation. Là, vous avez partagé la fin de son improvisation sur le sujet. Et effectivement, il dit, bien sûr, on y réfléchit, on va y réfléchir. On devra être le ministère de la paix parce que c'est ça. Toute armée doit être, en fait, un vecteur de paix. C'est intéressant parce qu'en fait, la question était aussi bête que la réponse. Absolument. Et c'est le même garçon. Pas tous en même temps. Vincent Crozet. C'est le même garçon, quand même, qui, il y a 3 semaines ou un mois, déclarait qu'il ne fallait pas faire de prisonniers et abattre les ennemis qui étaient à terre. Voilà. Oui, il est d'une brutalité rare, effectivement, et c'est un côté très orwellien, c'est-à-dire la paix c'est la guerre et la guerre c'est la paix. En parlant de paix et de guerre, Donald Trump est en guerre contre l'Iran, même s'il s'agit d'une trêve, d'un cessez-le-feu, mais il est également en train de négocier, sauf que, comme nous l'avons entendu dire tout à l'heure, eh bien, personne du côté américain n'ira négocier, en tout cas aujourd'hui, dans les heures qui viennent, au Pakistan. On écoute Donald Trump. Vous avez sans doute entendu dire que nous avons annulé le voyage. Nous avons toutes les cartes en main. Nous n'allons pas passer 15 heures dans les avions à faire des allers-retours pour recevoir un document qui n'était pas à la hauteur. Nous allons donc négocier par téléphone. Et ils peuvent nous appeler quand ils le souhaitent. Je le répète, nous avons toutes les cartes en main. Ils n'ont pratiquement plus d'armée. Ils n'ont plus de dirigeants. Nous ne savons pas qui sont leurs dirigeants. Personne ne sait qui est le dirigeant. Je ne pense pas qu'ils le sachent eux-mêmes, ce qui est très important. L'information que nous donne Donald Trump dans ses propos, c'est que, mis à part le fait qu'on sait effectivement quelle est la durée de vol entre les États-Unis et le Pakistan, c'est-à-dire 15 ou 16 heures, et que visiblement c'est trop pour les négociateurs, surtout quand il n'y a rien au bout. Mais c'est-à-dire que nous allons, pour recevoir un document, nous n'allons pas y aller pour recevoir un document qui n'était pas à la hauteur. C'est cela que nous dit Donald Trump, Sophia Amara. Oui, et je pense que c'est la seule chose de vrai avec le temps de trajet de Washington à Islamabad. En réalité, c'est ce qu'on disait sur ce plateau hier. S'il y a un document qui doit être remis aux Américains. Les Américains disaient hier, et même Donald Trump, que cela pourrait sied à Washington, c'est-à-dire cela pourrait satisfaire. C'est-à-dire qu'hier, Donald Trump prenait ses désirs pour sa réalité. Oui, non, mais réalité, peut-être, bien sûr. Mais là, on peut penser qu'il est de bonne foi et que c'est une information à peu près fiable. Donc il
il dit que ce document n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on pourrait croire? Mais il faut le mettre au conditionnel avec plein de guillemets des deux côtés. C'est que ils ont eu vent ou ils ont connu les points dans cette proposition de résolution ou cette offre, et que finalement, eh bien, elle est en deçà, trop en deçà des attentes de Washington. Mais maintenant, il y a un poker menteur là-dedans. Il faut voir un petit peu ce que ça va donner, parce que on sait quand même la guerre n'a pas reprise. C'est un signe que les États-Unis cherchent le deal, et que c'est la guerre en dernier recours lorsqu'ils ne pourront pas faire autrement. Donc ils cherchent quelque chose, même si c'est quelque chose de médiocre, ils cherchent un deal. Donc il n'a pas encore, je dirais, la prise sur ce qui pourrait lui permettre de déclarer la victoire, combien même cette victoire n'en est pas. D'autant plus, ils veulent ce deal, d'autant plus que ce qui est très important pour Donald Trump, c'est son voyage à Pékin dans quelques semaines. Le 14 mi-mai. Et il souhaiterait, lui, de Trump, pour parler de manière décontractée avec Xi Jinping, d'avoir un bout de papier qui dit que c'est fini. Que la guerre soit finie. Sylvie Berman. Oui, enfin, il a besoin effectivement d'un accord. Ça peut pas simplement être la résolution d'un problème qui a été créé par la guerre, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Il faut évidemment que ça le soit. Il faut qu'il y ait un accord sur le nucléaire et un accord qui soit supérieur à celui qui avait été là, c'est un gros problème par Obama en 2015. Puisqu'il est sorti de cet accord, avec moins. Il ne veut pas sortir avec moins, et c'est le gros défi pour Donald Trump. Mika. Alors je suis légèrement en désaccord là-dessus par rapport à Donald Trump. Je pense qu'il s'en fiche que l'accord soit meilleur ou moins bon. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec vous, ça ne marchera pas, et on sait très bien que sur le long terme, effectivement, il y aura un vrai souci, et du coup, ça ne fait que reculer le problème de fond. Mais Donald Trump, son principal enjeu, c'est de pouvoir sortir avec un bout de papier, quel qu'il soit, parce que même si ce bout de papier... Non, mais quel qu'il soit, moi je ne comprends pas quand vous dites tous quel qu'il soit. C'est-à-dire un papier qui est même en dessous... Attendez. Un papier, c'est-à-dire un accord qui serait même en dessous en termes de nucléaire que ce qu'il y avait dans le JCPOA de 2015. Lui, Donald Trump, il est capable, avec tout l'arsenal médiatique et politique autour de lui, de pouvoir faire passer ça à son électorat et à ceux qui essaient comme une victoire. Vous pensiez à quoi comme papier général? Un moratoire sur 5 ans sur le nucléaire, simplement sans régler le problème, sans récupérer les 440 kilos. Les Iraniens, pendant 5 ans, disent on s'engage à arrêter cette affaire-là sur 5 ans. Et moi, je suis sûr que sur 5 ans, il signe. Voilà. Donc vous voyez plutôt arriver cela. Pas sûr. Je vous fais aller trop loin là. Vincent Crouzet. La négociation, c'est parce que Sylvie. Pas. Moi, je pense que si effectivement il n'est pas prêt à conclure ce deal et s'il reporte la négociation, c'est parce que ce n'est pas satisfaisant pour lui. Parce qu'il sera la risée du monde entier s'il a un accord qui est inférieur à celui d'Obama. Et malgré tout, les Américains ne seront pas dupes. Vincent puis Mika. Je pense que chaque camp cherche à gagner du temps de toute manière. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des problèmes de forme. Il ne vous a pas échappé que c'était le ministre des Affaires étrangères iranienne qui attendait les émissaires. Des problèmes de protocole, vous voulez dire? De protocole. Oui, c'est cela. De rang de l'échelon diplomatique. Là, je me tourne vers Sylvie. À l'occasion du premier round de négociation, il y avait quand même le vice-président des États-Unis qui était présent. J.D. Vance. Après, il y a un deuxième problème qui est le problème de la qualité des émissaires pakistanais. Il y a énormément de défiance en ce qui concerne les Iraniens vis-à-vis du chef d'état-major des armées pakistanaises, donc Asim Mounir, qui est l'ancien patron des services de renseignement. Et qui est adoré par Donald Trump, pardon. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le maréchal préféré de Donald Trump. C'est l'ancien attaché de défense des Pakistanais à Washington. Il est resté très peu de temps chef des services de renseignement au Pakistan, seulement 8 mois, parce qu'il était soupçonné d'être trop proche des Américains. D'accord. Et de l'Arabie Saoudite également. Trop proche des Américains et de l'Arabie Saoudite, ajoute Sylvie Berman. Mika. Ma grille de lecture, elle se base sur un élément factuel qui était le 18 avril dernier, quand Donald Trump s'est exprimé au meeting de Turning Point USA, donc l'organisation qui avait été fondée par C'était également un samedi soir, nous étions en direct sur LCI pour le suivre. Eh bien parfait, je vous regardais pas, mais vous avez une erreur. C'était une erreur, et de fait, j'espère que vous avez discuté d'un point, c'est-à-dire qu'il a déclaré que Hormuz est 100% ouvert. Oui, c'était le 18 avril. Et de fait, ce genre de grille de lecture, ce genre de déclaration me permet de penser aujourd'hui que oui, un petit bout de papier, même en dessous de toutes ces demandes, quel qu'il soit, il pourrait essayer d'expliquer qu'il fonctionne. Pour qu'il y ait un deal.
pour qu'il y ait un deal d'ici le voyage de Trump. Donc pour vous, c'est ça le plus important, Renaud Girard, c'est ce deadline du voyage de Donald Trump. Oui, je pense que c'est très important. Mi-mai en Chine. Je pense qu'il va pas pouvoir. Donc tout va s'accélérer d'ici mi-mai. Il a déjà reporté ce rendez-vous avec le président chinois. L'équivalent, voilà. Fin mars, oui. Et un homme qui est aussi puissant que lui. Et donc, je pense qu'en fait, pour avoir un accord, on peut pas savoir s'il va durer longtemps ou pas longtemps, mais il faut des dispositions où les deux parties sauvent la face. C'est très important. Trump doit sauver la face vis-à-vis de sa population, de celle qui va voter au mois de novembre prochain. Et les Iraniens, les gardiens de la révolution, doivent aussi sauver la face, ne pas montrer qu'ils sont faibles, qu'ils ont tout donné aux Américains, parce que là, ça mettrait leur régime en danger. Donc voilà, est-ce qu'on va trouver, et est-ce que les Pakistanais sont capables d'être suffisamment diplomates ou malins pour trouver un accord rapidement où les deux parties sauvent la face, c'est à voir. Mais c'est sans doute ce vers quoi tout le monde tend, puisque chacune des deux parties veut sauver la face. C'est classique dans une négociation, Sylvie Bermann. Non, mais bien sûr, chacun doit pouvoir crier victoire, mais en même temps, encore une fois, je ne vois pas quel peut être ce résultat si c'est uniquement la limitation qui existait en 2015 avec un contrôle de l'AIEA. Oui, alors justement... S'il n'y a rien sur l'uranium enrichi, c'est quand même problématique. Justement, côté des négociations, je ne résiste pas à la tentation et même au plaisir de vous montrer cette vidéo, une vidéo donc iranienne qui a été créée par l'intelligence artificielle iranienne. Ce sont des groupes qui travaillent pour la télévision d'État iranienne qui diffusent ce genre de vidéos et qui se moquent de Donald Trump avec pas mal d'acuité. C'est Donald Trump, justement, ce dont nous sommes en train de discuter, qui attend les négociations et surtout les négociateurs. We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. Bon, qui veut réagir en premier, Vincent moi, je trouve que c'est dur de rire de vidéos réalisées par des salauds. Tout simplement. Oui, enfin, là vous êtes un peu dur. On peut quand même en rire. Oui, non, on peut en rire tout en. Non, mais on peut en rire, mais néanmoins, parce que est-ce qu'on aurait ri à des vidéos tournées par la propagande allemande, par les nazis en 42-43 ? Et je vous rappelle qu'on a pendu un homme encore aujourd'hui. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, mais c'est un débat, c'est quand même un débat éthique. Non, mais moi, ça m'a fait sourire. Mais ça m'a fait sourire. Je vous laisse votre comparaison de la République islamique d'Iran avec les nazis. Mais là, nous sommes en train de montrer, d'essayer de comprendre. Sophia, pardon, je vous laisse discuter une seconde, mais laissez-moi terminer ma phrase, si c'est possible, Vincent. Donc nous sommes en train de discuter, d'illustrer ce qu'est la guerre des propagandes, justement, la guerre de communication, parce qu'il n'y a pas que la guerre militaire sur le terrain, il y a également la guerre informationnelle. Et dans cette guerre informationnelle, on se rend compte que il y a du côté des Iraniens, depuis le début de cette guerre, effectivement, une production extrêmement riche. Oui, c'est vrai. Sophia. Oui, une production riche et adaptée aux différents publics. C'est-à-dire que ce régime qui est évidemment dans certaines pratiques totalement moyenâgeux, eh bien, il a des jeunes qui produisent ce genre de contenu, n'est-ce pas, pour le reste du monde. Oui, c'est ça, parce que ça n'est pas pour le public iranien, c'est pour le public surtout, on s'est vu à la télévision d'État iranienne, mais c'est également vu et commenté,
comme nous sommes en train de le faire ce soir, dans des pays occidentaux. Oui, aujourd'hui, Internet a réduit les frontières. Exactement, on n'a plus de limite, tout à fait. Sauf que le régime des mollahs a coupé l'Internet et a plongé les gens, les Iraniens dans le blackout du net. Par contre, il a des vidéos qui sont spécialisées pour son public, avec manifestations de puissance, qui sont aussi une manière de dire, si vous bougez le petit doigt iranien, peuple iranien, on vous écrase. Alors là, on parle beaucoup des vidéos iraniennes. Mika. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'en partage quelques-unes sur mon compte X, c'est les vidéos qui viennent de Chine. Parce que pour le coup, sur QQ, sur Douyin et sur d'autres réseaux chinois comme WeChat, etc., il y a effectivement des vidéos de propagande à partir des vidéos iraniennes qui sont effectivement partagées, mais surtout, il y a des vidéos, on va dire, purement chinoises, qui mettent en scène une réalité, c'est que Donald Trump est en train de perdre le leadership du monde. Et très clairement, ce qu'ils arrivent à faire dans les vidéos de propagande très régulièrement, y compris d'ailleurs de la télé d'État chinoise, Xinhua et CGTV, on voit effectivement des vidéos qui disent les Chinois sont meilleurs que Trump parce que on a embrassé l'intelligence artificielle, on a embrassé les panneaux solaires, on a embrassé toute espèce d'énergie renouvelable. Nous, on n'investit pas des centaines de milliards de dollars dans une guerre face à un régime. Nous, on l'investit dans l'infrastructure. Toutes ces choses-là, effectivement, se démultiplient partout dans tous les sens. Et ils n'ont pas tort. Il n'a pas tort parce que justement, Donald Trump perd en tout cas. Je ne sais pas s'il a jamais eu le contrôle du monde, mais en tout cas le contrôle de l'Occident, le leadership sur l'Occident. Il faut voir qu'il y a des pays qu'il menace ou que sa fonction publique menace, enfin ses fonctionnaires ou ses ministres, comme l'Espagne. L'Espagne, ça a toujours été dans les années 60, 70, 80 un pays très atlantiste. L'Espagne, il a participé à la guerre du Kosovo, etc., etc. C'était très très atlantiste. Eh bien, ils perdent l'Espagne. Ils perdent l'Angleterre même en disant que les Falklands devraient plus être anglaises, etc. Et donc en fait Trump est en train de perdre le contrôle de l'Occident. Et donc là, les Chinois n'ont pas totalement tort. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne peut pas accepter un accord qui soit simplement un accord à minimum. En tout cas, les Iraniens aujourd'hui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils résistent et nous ne savons pas où se trouvent leurs 440 kilos d'uranium enrichi. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On a même dit, et c'est sans doute vrai, que ce matériau serait enseveli sous une montagne. Mais autre chose se trouve également sous des montagnes en Iran. Il s'agirait des armes, de l'armement iranien. Justement, Général Richou, sous la montagne de Yazd, sous une épaisse couche de granit, eh bien, les Iraniens cacheraient des villes de missiles. Alors ce serait sous plusieurs dizaines de mètres. Oui. Et donc, alors je ne sais pas combien là exactement, mais il faut imaginer un site comme ça, mais multiplié par des dizaines de sites, en fait, parce que sur un pays aussi grand que l'Iran, eh bien, il y a des dizaines et des dizaines de sites. Je crois que Sofiane nous parlait de 100 sites d'après ses sources. Il mentionne 105 sites, certains. 105 sites, vous imaginez, sources iraniennes. Dispersés sur toute la superficie de l'Iran, enfoncés dans le sol, donc très très difficile à atteindre, et c'est sans doute une des raisons de la résilience iranienne, notamment en missiles, peut-être en production de missiles si les usines sont souterraines, et peut-être aussi en production de Shahed, parce que les Shahed, ils sont très faciles à produire, et ils sont faciles à produire en masse, et c'est vraiment la menace, je dirais, à terme, c'est vraiment souvent beaucoup plus celle des drones que des missiles dont ils finiront par être à court, alors que les Shahed, ils continueront à en construire. Vincent Crozet. Je peux apparaître comme le rabat-joie de la soirée? Non, pas du tout, on vous écoute. Absolument pas. Religieusement. Non, il faut se méfier quand même des opérations de désinformation, d'enfumage et d'intoxication des Iraniens en la matière, parce que je ne sais pas d'où viennent ces informations avec ces plans très précis de la montagne de Yazd, mais c'est beaucoup trop beau pour me. Voilà. Vous n'y croyez pas? C'est pas que j'y crois pas, c'est que je ne comprends pas déjà pourquoi cette montagne n'a pas servi au cours du premier mois de guerre, pourquoi justement ces sites n'ont pas été utilisés alors qu'il y avait du sang sur les murs de Téhéran. C'est ce qui m'apparaît suspect dans l'affaire. Mika.
Là, je suis pas compétent sur ce domaine-là, donc je vais bien me garder de rentrer dans une analyse. Mais cependant, il y a quelque chose qui me frappe ici, c'est que on a l'impression que tout ça peut fonctionner de manière autonome, comme s'il n'y avait pas forcément d'approvisionnement énergétique, comme s'il n'y avait aucun signe avant-coureur de comment amener les énergies considérables qui seraient nécessaires pour ce genre de site. Et ça me met la puce à l'oreille sur est-ce que véritablement on n'est pas effectivement, là je te rejoins Vincent, est-ce qu'on n'est pas en train de nous emmener sur des pistes un petit peu particulières? La réalité, c'est que l'Iran est très affaibli. C'est eux qui le disent, attention, c'est ce qu'on a dit. C'est eux qui prétendent qu'ils ont des villes de missiles. Alors, personne n'est allé voir, et nous, journalistes, ne sommes pas allés vérifier, puisque c'est la base de notre métier. Mais ce sont eux qui le disent, et tout porte à croire, en tout cas, que leur capacité à tirer des missiles n'est pas complètement altérée. Oui, ça, c'est en revanche un fait. Ce qu'il faut dire, ça, on le sait. Alors, les villes de missiles, ça, c'est pas très important. Je pense que l'éparpillement et l'enfouissement des missiles est encore plus dangereux, parce que s'ils ont, par exemple, 500 lanceurs, et que les 500 lanceurs sont éparpillés dans tout le pays, et qu'il y a 1000 ou 1500 missiles résiduels et qui sont éparpillés dans tout le pays, il n'est pas nécessaire d'avoir des villes souterraines, il suffit le principe de dispersion de son armement est essentiel. C'est un principe essentiel. Absolument essentiel. Donc ça, c'est forcément réel, vous général. Dispersez, moins vous êtes vulnérable. Forcément, c'est un des principes de la guerre. Dès qu'on est en conflit, dès qu'on mobilise, on se disperse, c'est-à-dire qu'on dessert. Et donc, quand on apprenait à vider un régiment en 12 heures. Et on partait en 12 heures. En 12 heures, tout vidé, avec les archives, tout. Les camions chargés avec les munitions. Et hop, on partait et on s'éclatait, parce que les sites en dur sont les premiers sites qui sont ciblés. Et donc, forcément, et qui sont connus, bien évidemment. Bien sûr. Il n'empêche que les services de renseignement américains comme israéliens se sont trompés. Parce qu'ils ont donné un nombre de missiles au début de la guerre. Ils ont dit à un certain moment que les 2/3 avaient été tirés et qu'il n'en restait plus qu'un tiers. Et on s'aperçoit. Or, la résistance iranienne continue. Énormément. Non seulement la résistance iranienne continue, mais des dégâts importants, plus importants que ce qui a été publié, que ce qui a été publiquement connu, causés par l'Iran sur les bases militaires américaines dans les États voisins du Golfe. Ça, c'est le résultat d'une enquête, donc de faits qui ont été recherchés, de faits d'une enquête sérieuse de nos collègues de NBC. Ça, c'est pas étonnant, Sophia Amara, parce que vous vous souvenez qu'au début de la guerre, la stratégie mosaïque de la République islamique d'Iran, qui avait étonné tout le monde, parce qu'on s'attendait justement davantage à des attaques sur Israël, alors qu'elles ont eu lieu justement sur ces États du Golfe, et particulièrement sur les bases militaires américaines, qui sont devenues justement plutôt un poids pour ces pays du Golfe. Qui se sont retournés contre les pays qui accueillent ces bases et qui comptaient justement sur ce parapluie américain. Ce qui est extrêmement étonnant, en plus du fait qu'évidemment les Iraniens ont frappé les pays du Golfe encore plus qu'Israël, dont tout le monde s'attendait à ce que les missiles pleuvent, ce qui n'a pas empêché évidemment Israël d'être frappé, durement frappé. Et les Émirats, il me semble, d'après les chiffres, était le pays qui a le plus souffert, Israël juste derrière, il me semble. Maintenant, ce qui est très étonnant aussi, et surtout, c'est le fait que les Américains, alors que l'Iran avait menacé de frapper toute base depuis laquelle partiraient des avions pour viser des sites en Iran, eh bien qu'il n'ait pas anticipé et qu'il n'ait pas mieux protégé, ou en tout cas pris le temps de protéger les bases américaines qui ont été si durement touchées, et ça a été apparemment caché par la censure américaine jusqu'à cette enquête. Jusqu'à cette enquête, effectivement, qui défie la censure. Général Richoux, vous êtes militaire, expliquez-nous comment il est possible que des bases militaires qui sont extrêmement importantes, qui sont capitales dans les pays du Golfe, des bases américaines, puissent être continuer à être utilisées telles qu'elles le sont aujourd'hui, vu le contexte. Eh bien, d'abord, on a besoin de bases. Ce qui est beaucoup plus douteux, c'est quand on laisse du matériel sensible, et par exemple des avions de centaines de millions d'euros, comme des AWACS, comme des KC-135, à portée de l'Iran, c'est-à-dire juste en face du Golfe. Quand ils ont été détruits en Arabie Saoudite, regardez, en Arabie Saoudite, c'était de l'autre côté, un Shahed tiré de l'autre côté du Golfe Persique, il a peut-être fait 200 km, pof, il détruit 2, 3, 4, je ne sais plus combien, 4 avions. Donc,
Ils ont vraisemblablement besoin de ces bases, mais généralement sur les bases, comme elles sont répertoriées, on y laisse le minimum, et puis surtout les vecteurs, on les retire en arrière, c'est-à-dire hors de portée des coups, compte tenu que ces matériels-là, ils peuvent faire de très très longues heures de vol pour se rendre sur site quand on a besoin de les utiliser. Donc il y a vraisemblablement une imprudence américaine à ce niveau, et puis une incapacité véritablement à couvrir. Alors là, on reparlait du dôme d'or tout à l'heure, l'impossibilité de couvrir la totalité de la péninsule arabique en couverture solaire, vraisemblablement. Et je pense qu'ils ont sous-estimé la capacité de réaction des Iraniens. Et c'est souvent le cas que quand on est une armée puissante, c'est comme au rugby, on sous-estime souvent l'adversaire. Et c'est comme ça que de temps en temps... Oui, comment vous expliquez, Général Richoux, enfin moi j'ai couvert pas mal de guerres, et à chaque fois on sous-estime l'adversaire. Comment c'est parce que, alors là, reprenez Arkidamos dans Thucydide, etc. Oui. Donc c'est peine perdue, quoi. C'est toujours la même chose. Une armée trop... c'est l'hubris. Voilà, oui, c'est l'hubris. Trop sûre d'elle subit la défaite d'une armée qui, pourtant, est plus petite d'elle. Ça, c'est depuis la haute antiquité. Oui, mais par exemple, là, les Américains sous-estiment, donc ont sous-estimé ponctuellement, les Iraniens, quand même mais les Iraniens, eux... Ils n'ont pas sous-estimé les Américains. Ah non, et ils se préparent depuis des années. Ils connaissaient leur asymétrie, ils connaissaient... Donc Thucydide, pardon, mais... Mais bien sûr, non, justement. Thucydide, il dit exactement, c'est l'hubris de l'armée américaine qui est arrivé en confiance en disant « je bombarde ». Thucydide parlait de l'armée américaine. Il parlait... C'était Arkidamos, c'est un roi de Sparte qui parlait de l'armée athénienne, notamment. Voilà, oui, donc, non mais effectivement, vous avez raison, donc la nature humaine, Vincent Crouzet, je pense pas que vous allez me contredire là-dessus, a tendance à se croire toujours la plus importante, la plus facilement victorieuse. Oui, du mépris et de l'arrogance, effectivement, du dominant. Mais ce que je voulais dire tout de même, il y a un petit mystère tout de même, parce que à l'occasion de la guerre des 12 jours, les frappes iraniennes n'étaient pas très précises, y compris même les rares frappes qui ont eu lieu sur les Émirats, rappelez-vous. Et là, 3 mois après, enfin plusieurs mois après, plutôt de très nombreux mois après, là on s'aperçoit qu'il y a une détermination, une acquisition du ciblage qui est extrêmement précis. Donc certainement, il y a eu un accompagnement extérieur à l'Iran, chinois ou russe, pour permettre ces résultats-là. Mais il ne faut quand même pas dire que l'Iran est en train de gagner la guerre. Parce que ça n'est pas ce que nous disons. L'Iran stratégiquement a beaucoup perdu. Ouais. L'Iran a perdu ses proxys, l'Iran ne contrôle plus la Syrie, l'Iran a beaucoup de mal à contrôler l'Irak, même les Houthis se sont considérablement calmés, le Hezbollah est quand même très affaibli, les infrastructures et l'armée iranienne, elle avait comme une flotte, etc., tout ça a été détruit. Donc, il faut effectivement pas tomber dans les discours de propagande. L'Iran, il s'agit pas, faut pas dire que l'Iran est en train de gagner la guerre. Personne ne le dit, Renaud Girard. Alors cela couvait depuis le début de la guerre en Iran, mais aujourd'hui c'est officiel. Tucker Carlson, cet ex-journaliste de Fox News, commentateur politique conservateur de premier rang, a pris ses distances avec Donald Trump. Définitivement. Écoutons-le, il s'est exprimé sur son podcast. Avec le recul, parce que, enfin, toi, moi et tous ceux qui l'ont soutenu, on a rédigé des discours pour lui. J'ai fait campagne pour lui. On est clairement impliqué là-dedans. Ça ne suffit pas de dire « j'ai changé d'avis » ou « c'est pas grave, je me retire ». C'est vrai, c'est de manière très subtile, mais bien réelle. Toi, moi et des millions de personnes comme nous, on est la raison pour laquelle tout ça arrive en ce moment. Je pense donc que c'est le moment de se confronter à notre propre conscience. Tu sais, ça va nous tourmenter pendant longtemps. Je vais l'être. Mea culpa, Sylvie Berman de Tucker Carlson, qui dit qu'il a induit les gens en erreur. Oui, absolument. Enfin, ce serait pas la première fois de sa part qu'il le fait. C'est un grand admirateur de Vladimir Poutine aussi. Oui, il s'est précipité. Il a été donné avoir une interview de Vladimir Poutine récemment. Tout à fait. Et
Ça fait un moment qu'il s'est distancié effectivement de Donald Trump parce qu'il n'est pas favorable à cette guerre et de plus en plus d'anciens MAGA prennent effectivement leur distance. C'est un des plus connus, mais il y en a d'autres également. Mais Mika, il s'était opposé au conflit avec le Venezuela et donc avec l'Iran. De ce point de vue-là, il est assez logique, Tucker Carlson. Dans ce sens-là, oui, parce que la ligne MAGA a été depuis toujours, elle avait été incarnée aussi par J.D. Vance et plein d'autres, l'idée de dire on en a marre d'aller faire des guerres d'enlisement au Moyen-Orient en particulier. Loin de chez nous. Loin de chez nous, et surtout au Moyen-Orient en particulier, évidemment l'Irak, l'Afghanistan, etc. C'est ça qu'il mettait en avant. Les guerres de changement de régime en terre d'islam. Et Donald Trump, pour le coup, était dans une démarche de tout simplement dire avec moi ce sera différent. On se souvient de cette vidéo l'an dernier de J.D. Vance, face caméra, qui dit très clairement vous comprenez, mais pendant 25 ans, on a eu des présidents complètement CON, et là, en l'occurrence avec Donald Trump, ce sera pas du tout la même chose. Bref, on est effectivement ici sur cette dimension-là. Mais il y a autre chose, c'est que Tucker Carlson, c'est pas un journaliste, c'est un chef d'entreprise, c'est un arriviste, c'est un opportuniste. Il est là pour faire du business, et de fait, on le voit avec Joe Rogan d'un côté, Tucker Carlson de l'autre. Là, vous nommez les grands podcasteurs, les conservateurs américains. Les conservateurs américains, les uns et les autres ont des stratégies d'affaires différentes. Certains sont en train de parier à la baisse sur Donald Trump, certains sont en train de parier à la hausse en disant si on est fidèle, on en tirera des bénéfices et des dividendes. Là, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene et plein d'autres sont effectivement en train de parier à la baisse, et c'est pas les seuls quand ils voient effectivement l'ensemble des sondages qui arrivent, mais surtout quand ils voient effectivement les votes qui sont perdus les uns après les autres par les affiliés de Donald Trump, même dans des coins qui sont plutôt pro-Trump. Et Carlson pourrait être un candidat potentiel effectivement de la sphère MAGA à la prochaine présidentielle. Mais Donald Trump effectivement n'est pas en très bonne posture avec justement sa base MAGA qui en tout cas sur cette guerre ne le suit plus. Et également un autre projet, souvenez-vous, un des projets phares de la politique migratoire de Donald Trump, sa fameuse Gold Card. Cette Gold Card qui devait attirer tous les riches du monde entier aux États-Unis contre $1 million. Eh bien, elle n'a permis la délivrance que de un visa. Un visa. Écoutons ce qu'en a dit le ministre du Commerce, Howard Lutnick. Vous me faites rire, Vincent Crouzet, jeudi, parce que il a tenu ses propos. Vous allez voir avant-après sur cette question de la carte. Parce qu'ils y croyaient, hein. 200 000 de ces cartes vertes en or représentent $1 000 milliards pour rembourser notre dette. Et c'est pour cela que le président le fait, parce que nous allons équilibrer ce budget et que nous allons rembourser la dette sous la présidence de Trump. Je voudrais savoir combien de ces demandes ont été approuvées. Combien de dons le département du commerce a-t-il reçu? La procédure a récemment été finalisée avec le DHS, qui gère le programme. Et ils ont donc récemment approuvé une seule personne. Et il y en a des centaines en attente qui passent par le processus. Mais il s'agit d'un nouveau programme qu'ils viennent de mettre en place. Et ils voulaient s'assurer de le faire parfaitement. C'est le processus, hein. Il met en doute le processus, Sylvie Berman. Bon, là, on a affaire à une vision tout à fait mercantile de l'immigration, mais finalement, donc assumer la sélection par l'argent, et finalement, ça ne marche pas. Le pays n'est pas très amical en ce moment. Les touristes ne veulent plus y aller. Des immigrants se méfient également, y compris ceux qui sont riches. Enfin, les touristes ne veulent plus y aller. Je viens de passer 4 jours à New York. Je peux vous dire, j'ai entendu parler dans les rues de New York que beaucoup de langues étrangères, et en premier lieu le français. Alors, d'abord, c'est New York. C'est New York, ça c'est vrai. Non, il y a quand même une baisse des visites touristiques aux États-Unis. Ça, c'est statistique. C'est statistique, oui, absolument. Oui, Sophia. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet-là, au départ, il avait prévu de demander $5 millions et oui. non pas 1. Et donc, ça a été... On lui avait fait entendre raison et de descendre quand même à 1 million au lieu de 5. C'est un mot bien fort. Mais, et puis, ça a été revu à la baisse à $1 million et il a eu une demande. Ce qui est vraiment... Ça nous montre dans quel monde parallèle se trouve cette administration, que personne n'a eu le courage d'aller lui dire mais monsieur, vous vous couvrez de ridicule et votre administration avec, parce que les gens qui ont les moyens de payer $1 million pour s'installer aux États-Unis, en général, ils n'ont pas besoin de visa et ils peuvent en obtenir sans payer cette rançon.
Et pour vous donner un chiffre factuel sur ce que vient de dire Sylvie à l'instant, sur un marché de 72 millions de touristes aux États-Unis en 2024, en 2025, les États-Unis en ont perdu, c'est les estimations qui font consensus, à peu près 11 millions. Donc c'est une baisse significative. Oui, mais justement, Renaud Girard, on est dans une société migratoire à 2 vitesses aux États-Unis. Donc là, c'est plutôt une fermeture de la part de l'administration Trump pour les migrants pauvres, les demandeurs d'asile, et une ouverture, en tout cas c'était le but, une ouverture pour les migrants millionnaires. Oui, riches de tous les pays, venez chez moi, unissez-vous aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi ça marche pas ? D'abord, parce que fiscalement, c'est pas si intéressant que ça. Vous avez beaucoup de pays, par exemple comme l'Italie, qui dit aux riches, mais il y a un forfait aux très riches. Si vous payez 300 000 euros par an, eh bien, vous n'avez plus d'impôts. Et vous n'avez pas d'impôt sur l'héritage. Et donc, beaucoup d'Européens, tous ceux qui s'étaient mis en Angleterre, par exemple, ils filent sur l'Italie. C'est le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie fiscale, qu'il y a une sorte de concurrence fiscale, effectivement, et les très riches, eh bien, en fait, ils ont plus de réel, ils peuvent voyager où ils veulent, ils peuvent louer des appartements, etc. Et effectivement, ils ne sont pas enracinés, ils sont plus enracinés et ne choisissent pas les États-Unis, où quand même le niveau fiscal est quand même assez élevé. Vous revenez de New York, un riche à New York, il a un taux marginal d'imposition à 45%.